Merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir. Donc effectivement, dernière conférence de l'année. Il y a des habitués qui ont fait quasiment toutes les conférences. Donc ce soir, on va parler de vieillissement dans toutes ses composantes. Bien évidemment, on fait un SCOT et on est en train de réviser un SCOT. Donc ça veut dire que on est sur l'aménagement du territoire, on est sur l'urbanisme. Mais d'un autre côté, quand on fait de l'aménagement du territoire, on le fait pour les gens et pour les habitants d'un territoire. Donc c'est important de parler de cette population qui va progressivement prendre de plus en plus de place dans le total de la population sur notre territoire. On va parler d'habitat, mais pas que. Parce que bien évidemment, la problématique du vieillissement, c'est une problématique globale. Alors tout ne sera pas bien évidemment intégrable dans un SCOT, mais pour autant, c'est vrai qu'au-delà de l'habitat, se pose la question des mobilités, se pose la question des commerces, on en a discuté tout à l'heure, notamment à Buzy, se pose la question des services à la personne. Et donc il y a un certain nombre d'enjeux qui, malgré tout, s'offrent à nous pour les prochaines années. Alors, c'est vrai que les tendances, quand on voit des pourcentages, des statistiques, c'est vrai que la tendance, qui est d'ailleurs une tendance un peu récurrente à chaque fois qu'on se pose la question du vieillissement sur notre territoire, notamment sur l'habitat, c'est le principe du maintien à domicile. Mais ceci étant, ce n'est pas toujours possible à terme, et souvent ça ne l'est pas possible. Et donc on a besoin de tout un tas de structures complémentaires sur un territoire donné. Alors ce soir, comme dans les autres conférences précédentes, on va avoir 3 temps. Un premier temps où on va poser le constat. Où est-ce qu'on en est ? Jean-Paul a donné un ou deux chiffres, on va en avoir d'autres grâce à la présence du directeur de l'INSEE. On va, dans un second temps, se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend ? Ceci étant, on commence à avoir une petite idée les uns et les autres, mais enfin, on va repartager cette partie du diagnostic un peu prospectif. Et puis, vu qu'on est quand même là pour le SCOT, on va quand même se poser la troisième partie, à savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire dans le SCOT. Alors, je précise qu'est-ce qu'on peut faire dans le SCOT, parce qu'on va tous être tentés ce soir de parler de tout un tas de choses qui, bien évidemment, n'auront pas une relation directe avec le document qu'on est en train de rédiger. Donc, je vous remercie d'essayer, malgré tout, de contenir vos interventions à des sujets qui peuvent nous aider à alimenter le document qu'on est en train de faire. Ce soir, comme dans toutes les autres conférences, on va avoir 4 personnes qui vont nous guider, répondre à vos questions, répondre aux miennes, éventuellement. Je vais commencer par vous présenter Natacha Segaud, directrice équipe projet grand âge de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir et merci de venir de Dijon pour être avec nous ce soir. Monsieur Kaufmann, donc directeur régional de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté. Rebonsoir. Alban Soukaros, directeur du CCAS de Besançon. Et donc, le futur arrivant, Jean-Louis Fèvre, qui est directeur du pôle accompagnement et habitat de Fondation Pluriel, l'ex-ADAPI, pour ceux qui ne seraient pas encore complètement familiarisés avec leur nouveau nom. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, ce que Jean-Louis donc, arrive, je me permettrai de tutoyer Alban et Jean-Louis parce que je les connais très bien, donc il n'y a pas de raison de mentir par rapport à la proximité qui est la nôtre. Je vous propose seulement et simplement de commencer avec Monsieur Kaufmann. On l'a dit, on le sait, donc la population est en train de vieillir, chez nous comme partout ailleurs en France, voire en Europe. Alors on n'est pas les pires au niveau européen si mes informations sont bonnes, mais bon, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu où on en est de ce vieillissement de la population ? Et notamment par rapport au territoire qui donc nous fait nous réunir ce soir sur le SCOT. Oui, déjà merci pour l'accueil et pour votre invitation. Alors, le statisticien que je suis dirait on est vieux à 40 ans. Alors, il y a plusieurs façons de voir la vieillesse. On peut dire que dès qu'on est né, on commence à vieillir. Le législateur, c'est le médecin, le législateur peut dire on est vieux à 18 ans, puisqu'on obtient des droits qu'on n'a pas quand on est mineur. Le philosophe peut avoir une autre idée. Et le statisticien que je suis dit, eh bien, quand je regarde l'âge moyen dans le SCOT, c'est 40 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, en fait, vous avez plus de personnes qui ont moins de 40 ans que de personnes qui ont plus de 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que la population vieillit ? Eh bien, je dirais qu'il y a effectivement 3 phénomènes qui sont à l'œuvre. Il y a d'abord les progrès de la médecine, et je vais développer tout ça. Il y a bien sûr les 30 glorieuses,
Et puis, il y a le fait que les jeunes générations sont un peu plus raisonnables que nous l'étions. Alors, les progrès de la médecine, vous le savez, on vit de plus en plus vieux. Si je remonte à 1950, qui n'est quand même pas non plus les calendes grecques, en 1950, l'espérance de vie d'une femme, c'était 70 ans. Et l'espérance de vie d'un homme, c'était 63 ans. Donc maintenant, on a gagné à peu près 16 ans d'espérance de vie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc 16 ans d'espérance de vie en 70 ans, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on vit plus vieux. Le deuxième phénomène, c'est les 30 glorieuses. Ça, je ne vous apprends rien non plus, j'en suis conscient. Après la Deuxième Guerre mondiale, un grand élan d'amour entre les Françaises et les Français, et énormément de générations très nombreuses qui ont vu le jour dans les années entre 46 et 75. Donc si j'en crois mon analyse, on est quelques-uns autour de cette table, dans cette pièce, à être de cette génération-là. Donc on a des générations très nombreuses. Alors, on a vieilli depuis, on n'a pas trop changé, hein, bien sûr physiquement, mais on a bien vieilli quand même. Et maintenant, on voit apparaître à des âges un peu plus avancés toutes ces générations nombreuses du baby boom, alors que certains appellent le papy boom, mais bon, voilà. Et donc la pyramide des âges, elle se déforme un peu vers le haut. Et puis le troisième phénomène, c'est qu'effectivement, on a des générations de jeunes qui sont un peu plus raisonnables que ce que nous étions. Ils font plus d'études, donc ils rentrent plus tard sur le marché du travail. C'est un peu plus difficile aussi de rentrer sur le marché du travail qu'à l'époque des 30 glorieuses. Et puis voilà, ils attendent d'être insérés sur le marché du travail pour pouvoir se mettre en couple, faire des enfants. Certains décident de ne pas faire d'enfants d'ailleurs. Certains décident d'avoir moins d'enfants que leurs parents. On a plus de célibat. Et du coup, notre pyramide des âges, en bas, elle se creuse. Et ces deux phénomènes, enfin ces trois phénomènes, hein, espérance de vie qui monte, génération nombreuse du baby boom et pyramide qui se creuse pour les jeunes, fait que en fait, la part des personnes âgées, elle augmente, alors dans le SCOT, mais dans l'ensemble de la France. J'en ai pas terminé avec vous. On continue sur le SCOT de l'agglomération byzantine. Est-ce qu'il y a des secteurs de notre territoire qui sont particulièrement affectés par le phénomène de vieillissement ou est-ce que, en gros, c'est à peu près partout pareil? Est-ce qu'il y a des différences entre la ville et la périphérie? Est-ce qu'il y a des différences au sein de la périphérie du SCOT? Alors, on peut voir les choses de deux façons. On peut voir les choses en part de personnes âgées, ou en nombre. Alors, si on regarde en part, en fait, il n'y a pas de spécificité. Enfin, moi, j'en ai pas vu, en tout cas, de spécificité d'endroits où il y aurait plus de personnes âgées qu'ailleurs. Il y a quelques points amusants comme ça à regarder, qui sont la commune de Montagnais, où une personne sur 5 a 75 ans et plus, et puis la commune d'à côté, là, Havane-Havanais, où il y a une personne sur 5 aussi, qui est également âgée de 75 ans et plus. C'est probablement lié aux établissements, justement, d'accueil. Voilà. Vous avez la réponse. Oui, on en a quelques-unes quand même. Voilà, quelques points d'accumulation qui font qu'effectivement, à certains endroits, il y a une population un peu plus âgée qu'ailleurs, mais sinon, en part, on ne voit pas de différence à part ça. En nombre, c'est un peu différent quand même, mais c'est lié au poids démographique des deux intercommunalités. Hein. Dans le Grand Besançon Métropole, on a grosso modo 17 000 personnes un peu plus de 17 000 personnes qui ont 75 ans et plus, alors que dans le Val-Marnésien, on est à peu plus de 1000. Quoi. Donc effectivement, en nombre, il y a une grosse différence de répartition, mais qui est liée en fait à la densité de population de chacun des territoires. Et probablement en pourcentage aussi, parce que le Val-Marnésien a beaucoup accueilli des ménages avec enfants, ou en tout cas ils sont devenus des ménages avec enfants qui partaient un petit peu de Besançon pour aller accéder à la propriété aussi. Alors, le Val-Marnésien est un peu plus jeune que le Grand Besançon Métropole, mais à peine. Ça se joue à quelques points de pourcentage. Donc en fait, il n'y a rien de... Puis il faut bien voir que les personnes âgées, c'est pas des cathédrales, quoi. Elles ne sont pas posées à un endroit. Hein. Elles bougent aussi au sein du territoire. On va en parler. Ça nous arrangerait peut-être, mais finalement, ce serait quand même pas si intéressant que ça si tout le monde était statique, effectivement. Dernière question pour vous, en tout cas dans cette première introduction. Ces personnes âgées, elles sont comment d'un point de vue économique? Elles sont plutôt riches? On a plutôt des problématiques qui vont grandissantes sur des personnes qui ont des faibles revenus. Comment on se situe sur le territoire? Alors là, je dirais qu'il y a vraiment une dichotomie entre territoire urbain et territoire ruraux. Alors, si je regarde le territoire urbain, les personnes âgées peuvent apparaître un peu plus aisées que l'ensemble de la population.
D'accord. Alors, le regard est biaisé. Pourquoi ? Parce que dans les territoires urbains, vous avez une concentration de personnes pauvres, notamment dans les quartiers politiques de la ville, vous les connaissez aussi bien que moi sur Besançon, qui fait que les personnes âgées apparaissent un niveau de vie un peu plus élevé, de l'ordre de 23 000 euros par an et par personne, là où l'ensemble de la population est plutôt aux alentours de 21 000. Mais c'est le taux de pauvreté surtout qui est intéressant à regarder, parce que la pauvreté se concentre dans les villes. Donc, si je regarde le Grand Besançon, il y a 15% de la population qui est considérée comme pauvre. Sur les personnes de 75 ans et plus, on est à 7,5. Donc un taux de pauvreté 2 fois moindre que sur l'ensemble de la population. Dans le rural, c'est un peu différent. Là, le niveau de vie est plus équilibré, il est plus homogène. Et finalement, on ne voit pas vraiment de grosses différences entre niveau de vie, taux de pauvreté, qu'on soit une personne dans l'ensemble de la population ou une personne âgée. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. D'accord, merci beaucoup. Je me permets de vous reprendre le micro pour le passer à Alban. On va aborder maintenant ce que l'on a déjà mis en place en matière d'outils d'observation, mais également d'autres outils. Donc vous allez faire un double voix. Mais je commence par Alban. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un panorama de ce que l'on est déjà en mesure de savoir, de connaître par rapport aux outils mis en place? Bonsoir à toutes et à tous et merci de me donner cette opportunité de participer à cette réflexion ce soir avec vous. Alors tout d'abord en matière d'observation, un outil qui vient tout de suite, c'est celui qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux. Alors c'est l'outil obligatoire de chaque CCAS, mais il permet chaque année, sur la logique de Besançon, d'avoir une analyse en termes démographiques, en termes de ressources, on vient d'en parler, et pouvoir faire des focus, notamment sur des publics. Et par exemple, un des derniers analyses de besoins sociaux a mis en avant la problématique de l'isolement chez les personnes âgées. Enfin, voilà, c'est déjà un outil d'observation. Ensuite, en termes, je dirais, d'orientation, puisqu'il y a aussi cette problématique. Là, l'orientation des personnes âgées, on peut citer la Maison des Seniors, qui est, ce qu'on appelle un centre local d'information et de coordination. Voilà, donc la nécessité d'avoir à coordonner. On sait qu'il y a de multiples dispositifs pour les personnes âgées. Et donc, l'exemple de la Maison des Seniors fait partie de cet outil aussi d'orientation, je dirais, par rapport à cette problématique du vieillissement. On a aussi besoin de coordination. Alors, coordination entre différentes politiques publiques, différentes interventions du public. Et là, on peut faire référence à ce qu'on appelle, par exemple, un label comme Ville Amie des Aînés. On sait que Besançon fait partie de ce label-là qui existe depuis 2011 et qui a le mérite, finalement, de faire travailler ensemble différentes approches, différentes interventions du public. Et donc, on peut citer cet exemple-là. Mais il y a d'autres outils de coordination. Je pense qu'il faut citer la conférence des financeurs, qui est un outil. Et là, on a le chef de fila du département. Mais on va être dans l'action le financement de projets en termes de prévention, en termes d'information, là aussi, bien entendu, d'anticipation. Et enfin, en termes d'aménagement, pour ne pas être trop long, donner un autre exemple, tout ce qui est fait en termes de programmes d'agenda d'accessibilité. Alors, ça fait bien sûr plus écho à la dimension handicap depuis la loi de 2005. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, que tout ce qui finalement promeut l'accessibilité au handicap promeut et aide aussi à tout ce qui va servir l'aménagement et l'adaptation pour les personnes âgées. Voilà, très rapidement dresser quelques exemples d'outils et de dispositifs. Je vais vous proposer de compléter les propos d'Alban. Oui, alors je ne sais pas si je vais citer tout ce qui existe. Hein. Je vais essayer peut-être de... Enfin, il existe beaucoup de structures de prise en charge sur le territoire. Vous en avez vu quelques exemples avec l'EHPAD ici. C'est plutôt de dire que l'EHPAD, c'est pas uniquement, mais vous l'avez vu notamment avec le PASA, je pense, et avec d'autres éléments, c'est pas uniquement une structure qui accueille en hébergement, mais c'est une structure qui accueille aussi, qui propose aussi des activités type PASA, des accueils de jour, donc pour des personnes extérieures. Donc il y a tout un tas de services qui se mettent en place dans les EHPAD. Donc c'est pas uniquement de l'hébergement, mais on va y revenir, je pense, tout à l'heure. Et c'est surtout, il faut que ces structures qui sont quand même jusqu'à présent très fermées sur elles-mêmes, quand quelqu'un rentre en EHPAD, on ne sait plus trop ce qui se passe. En fait, il n'y a pas de lien entre les EHPAD. Et c'est là-dessus en fait qu'il faut à l'avenir travailler pour répondre au mieux aussi aux souhaits des personnes. Donc il y a cette nécessité d'ouverture sur l'extérieur. Je vais peut-être vous citer quelques types de prise en charge qui existent pour donner des exemples, parce que tout le monde ne connaît pas tout. Je pense que tout le monde ne connaissait pas ce que c'était qu'un PASA. Donc c'est un pôle d'activité spécialisé, donc qui permet du coup de refaire des gestes du quotidien pour les personnes et de maintenir en fait
de maintenir les aspects cognitifs. Mais vous avez plein d'autres prises en charge. Vous avez notamment sur le territoire une UHR, donc une unité d'hébergement renforcée, donc là qui va prendre en charge des personnes qui ont des troubles du comportement beaucoup plus sévères. On a donc des hébergements temporaires, donc il y en a dans l'EHPAD ici, c'est ce qui vous a été dit tout à l'heure. On a récemment mis en place d'autres types de prises en charge qui sont les hébergements temporaires en sortie d'hospitalisation, donc qui viennent aussi renforcer des périodes un peu difficiles de sortie d'hospitalisation et qui permettent de remettre en place l'aide au domicile pour un retour sécurisé ou éventuellement faire des travaux. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place aussi actuellement. Les accueils de jour, donc on l'a cité tout à l'heure. Il y a bien sûr toute la prise en charge à domicile avec les services de soins infirmiers à domicile et également les SPASAD et les services d'aide. Alors, je parle beaucoup des structures qui sont compétences ARS, mais il y a bien sûr aussi les services d'aide à domicile qui sont un acteur important des territoires et qui permettent le maintien à domicile. Ça fait un peu catalogue ce que je vous cite là, mais bon. Il existe aussi tout un tas de prises en charge pour les maladies neuroévolutives. Donc on a notamment un centre expert au CHU qui fait le diagnostic et le bilan pour les personnes atteintes de maladies neuroévolutives. On a des consultes mémoire sur les territoires, donc qui peuvent être soit adossés à un établissement, soit libéral. Bien sûr, des associations d'usagers qui sont aussi des acteurs importants sur les territoires. C'est vraiment des acteurs à mobiliser aussi pour la prise en charge, je pense, et puis pour l'accompagnement notamment des patients. Tout ce qui est répit, donc il existe un certain nombre de dispositifs qui permettent aussi aux aidants de bénéficier de répit. Enfin, je ne vais pas du coup aller... je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur la diffusion de l'ensemble de ces dispositifs et pour qu'il y ait une meilleure connaissance sur le territoire, parce que je pense qu'ils ne sont pas toujours bien connus et en tous les cas, les gens ne savent pas toujours où s'adresser. Donc ça, c'est important aussi. Il y a bien sûr tout un tas d'équipements sanitaires, mais je ne vais peut-être pas passer les en revue. Donc vous avez le CHU, bien sûr, qui est l'établissement d'expertise du territoire. Je voulais évoquer quand même des dispositifs importants dans le cadre de la prise en charge de la filière gériatrique qui sont peut-être peu connus aussi de l'ensemble des acteurs, qui sont les équipes mobiles de gériatrie. Donc qui sont rattachés, il y en a une qui est rattachée au CHU de Besançon et qui intervient sur le territoire, et donc qui vient apporter une expertise gériatrique au sein des EHPAD, mais également auprès des professionnels de santé libéraux. Donc c'est des équipes qui sont vraiment importantes sur le territoire, qui ont été renforcées récemment et qui apportent vraiment une expertise importante sur le territoire. Autre structure, les HAD aussi. Donc on oublie souvent l'HAD. Donc l'HAD est un acteur important qui permet le maintien à domicile et donc qui se développe de plus en plus sur les territoires. Et bien sûr, il y a toute l'offre ambulatoire avec les médecins, avec toutes les problématiques que vous connaissez de démographie médicale. Donc on a essayé en fait d'accompagner par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de coordination. Donc on a les maisons de santé pluriprofessionnelles qui permettent aux médecins de travailler à plusieurs et de pouvoir avoir d'autres professionnels et de partager un projet de santé. On a les communautés de professionnels de territoire donc qui se mettent en place aussi, qui sont là des médecins qui travaillent ensemble sur un projet de santé et qui là aussi facilite un peu la communication entre le sanitaire et le médico-social et puis donc les DAC, donc les dispositifs d'aide à la coordination, d'accompagnement à la coordination, qui sont là pour accompagner les professionnels dans le suivi des cas complexes. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de structures. Ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes ces structures-là, elles ont parfois du mal à passer de l'une à l'autre, et c'est un peu la difficulté, et c'est un peu là-dessus, et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille, je pense. Donc il y a un manque de transversalité, il y a parfois des ruptures brutales, on est hospitalisé d'un seul coup, on se retrouve en EHPAD d'un seul coup, et donc l'ensemble de ces acteurs-là ne se parlent pas toujours assez, et c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir travailler sur les territoires, parce que les acteurs, on les a, donc malgré nos problématiques parfois de recrutement, mais on a des partenaires qu'il va falloir qu'on arrive à coordonner et à faire travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, j'allais faire à peu près la même conclusion que vous, à savoir qu'il y avait quand même déjà beaucoup de dispositifs qui existaient. Ce que vous dites sur le manque de coordination ou la difficulté plutôt de passer de l'un à l'autre,
me fait penser à ce qu'on se disait tout à l'heure dans les visites, à savoir que pour la personne concernée, c'est des deuils à chaque fois. C'était la directrice de l'établissement qui exprimait, qui s'exprimait de cette façon-là, et c'est vrai que je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête, en fait. Donc, on va continuer la partie un peu diagnostic en donnant la parole à Jean-Louis pour nous parler plus spécifiquement de la population, enfin des populations handicapées. Alors, il y a une question qui n'est pas posée dans le guide, donc tu as le droit de ne pas y répondre. Mais Merci. moi, c'est gentil. Hein. Mais il y a une question sous-jacente aux chiffres qu'on évoquait tout à l'heure avec Monsieur Kaufmann, directeur de l'INSEE, c'est plus de personnes âgées. Est-ce que ça veut dire aussi plus de personnes handicapées pour la Fondation Pluriel ou pas? C'est très bête. D'une certaine manière, oui, on peut le dire comme ça. Hein. Mais parce que les typologies de handicap évoluent également. Hein, donc c'est les deux phénomènes qui se conjuguent. Alors déjà, avant toute chose, vous demandez d'abord m'excuser pour mon retard parce que voilà, c'est quasi irrespectueux. Ensuite, peut-être 2 mots pour vous dire qui est la Fondation Pluriel, parce que je ne suis pas persuadé que cette dénomination parle à tout le monde. Pardon? Ah, vous aviez déjà une... Je ne reviens pas sur le sujet alors. Voilà, anciennement ADAPI du Doubs. Voilà, donc c'est simplement une évolution statutaire qui nous a fait scinder la partie militance, mouvement parental qui reste sous l'égide d'une association ADAPI du Doubs. L'organisme lui est devenu la Fondation Pluriel. Voilà, donc une fondation qui gère aujourd'hui 67 établissements au service sur l'ensemble du département, dont une bonne quinzaine sur le périmètre byzantin. Alors, concernant la question du vieillissement des personnes handicapées, alors, si c'est possible, alors j'avais préparé, on commence par celui que vous voulez. Bon, je m'adapterai, pas de souci. Alors, loin de nous, alors si on commence par là, voilà, on bouge plus. Voilà. Non, mais sinon, c'est... Donc, en termes de réponse, ça fait une quinzaine d'années maintenant que le parcours des personnes handicapées pour répondre à la question du vieillissement, je suis pas sûr qu'il marche bien mon micro. Il faut juste le tenir comme il faut, c'est ça. Okay. Donc, pour répondre au parcours et au vieillissement des personnes handicapées, on a fluidifié l'ensemble des dispositifs pour évoluer nos agréments. Historiquement, pour ceux qui ont connu les foyers d'hébergement, les foyers de vie, voire même les foyers occupationnels, hein, donc tout ça était des acronymes qui répondent à des typologies des types d'établissements et en face des publics bien particuliers qui à chaque fois devaient répondre à certains critères pour accéder à ces établissements. En clair, pour être dans un foyer d'hébergement, il fallait travailler dans un ESAT, ex-SAT, hein, et quand on arrivait à la retraite, c'était plus possible de rester dans le foyer d'hébergement, il fallait quitter. Donc ça fait partie des choses qu'on a fait évoluer et on est passé sur les acronymes. Alors je suis pas sûr que ce soit lisible pour tout le monde, hein, mais ça pourra, je pense, vous être diffusé à l'issue. La grande partie bleutée au centre identifie les établissements d'accueil non médicalisés et pour une moindre part les établissements d'accueil en tout ou partie médicalisés. Mais en fait, ce sont tous les foyers d'hébergement, foyers de vie et qui permettent d'accompagner les personnes, y compris sur le moment de vieillissement. J'arrive à la retraite, j'étais travailleur des ZAT, j'accède à la retraite, je peux faire ce choix de rester chez moi. Ça, c'est un premier élément. Et donc, de rester dans mon établissement d'origine et ne pas partir, entre guillemets, vers des structures plus médicalisées de type EHPAD que la dépendance sera là et que l'établissement ne pourra plus répondre à mes besoins, y compris avec le soutien d'HAD ou autres dispositifs. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est la partie, les ronds qui se trouvent sur la droite, les SHMO. Alors désolé pour les acronymes, hein, ça peut être un peu douloureux à l'oreille, j'entends bien. Les services d'hébergement en milieu ouvert. Depuis là aussi une quinzaine d'années, on est clairement dans le cadre du mouvement de l'inclusion, faire en sorte que les personnes handicapées, qui le peuvent, qui le souhaitent, accèdent à la vie en milieu ordinaire. Et donc, ce sont des appartements en ville, hein, de manière plus ou moins diffuse, plus ou moins regroupée, avec un parcours possible pour les personnes handicapées, ce qui leur permet d'accéder à l'autonomie, d'entrer tout d'abord dans un hébergement en colocation, avec un soutien éducatif adapté, en clair, une équipe éducative qui va passer tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, et
mesure de la prise d'autonomie par les personnes, eh bien, on va réduire un petit peu notre niveau d'implication des équipes éducatives. Et puis, les personnes vont pouvoir développer des projets personnels, passer d'un appartement en colocation en appartement individuel, etc., etc. Tout ça pour aller vers le plus d'autonomie possible pour. D'accord. Ce schéma-là, encore une fois, je le répète, il fonctionne depuis 15 ans. Hein. Et il a le gros mérite d'être complètement réversible. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas en établissement, parce qu'elles vivent en milieu ordinaire, parce qu'elles sont dans un appartement qui leur appartient ou qu'elles louent, eh bien, on va pouvoir amener du service en fonction de l'avancée en âge et venir accompagner la perte d'autonomie, y compris permettre à des personnes vieillissantes de revenir à un moment donné dans des établissements existants de type foyer. Alors aujourd'hui, ça s'appelle EANM. On a des structures qui sont plus spécifiquement orientées vers des personnes handicapées mentales vieillissantes. Donc on a ces solutions-là, et donc une des premières réponses qu'on a apportées, nous, à la question du vieillissement, c'est l'évolution de nos agréments, et permettre ce parcours plus long dans les établissements qui existent déjà. Aujourd'hui, les publics qui arrivent sont plutôt en demande de milieu ordinaire, et on a une typologie de public beaucoup plus vaste. Historiquement, les personnes étaient déficientes intellectuelles, alors la représentation commune, bien souvent, c'est une personne trisomique. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles autistiques. On a une palette extrêmement large. Voilà, sur le parcours, une des réponses apportées. Alors, on avait complété, donc peut-être avec les autres slides, alors en toute modestie vis-à-vis de l'INSEE, clairement, sont simplement quelques chiffres partagés à l'échelle de la Fondation et du territoire bisontin. Donc là, c'est l'évolution des âges, tout public confondu, sur les 10 dernières années, avec un âge moyen qui évolue de 2,7 ans. Et puis sur la slide suivante, on a le même type de progression, mais pour les personnes de plus de 55 ans. Donc qui évolue un peu plus, mais là je pense que c'est un effet mathématique, c'est simplement dénominateur qui est moins élevé et on se retrouve avec une moyenne qui évolue plus vite. Ensuite, on a, avec mes collègues, on s'est livré à un petit calcul. On est parti alors avec sans limitation d'âge, si tout le monde pouvait vivre éternellement, c'est la courbe rouge qui est au-dessus, dans les 20 ans qui viennent, quelle serait l'évolution de nos publics. Le nombre de personnes de plus de 55 ans handicapées, aujourd'hui accompagnées par la Fondation Pluriel. Donc c'est vraisemblablement pas ce chiffre-là qui sera atteint, c'est certain. La courbe en dessous, c'est si toutes les personnes quittent à l'âge maximum auquel elles partent aujourd'hui. Et ça va aussi évoluer. Donc voilà, ça donne une tendance, vraisemblablement, dans les 20 ans qui viennent, la vérité, elle est entre 350 et 716. Voilà. Et je ne parle que de personnes handicapées, et voilà, et sans prendre en compte, parce que ce ne sont pas des publics qu'on accueille en masse chez nous, et je n'ai pas les chiffres, des personnes qui relèveraient de l'APF, voilà, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous voilà bien. Je voulais dire qu'effectivement, il y avait en projet alors il y a pour l'instant très peu d'unités pour personnes handicapées vieillissantes, mais qu'il y a des projets qui sont en cours et qu'il y a surtout un objectif fort de l'ARS d'avoir à minima au moins une unité par département, mais d'aller au-delà. Et que c'est bien joué, parce que tout au bout de du petit schéma de tout à l'heure, il y avait le tout premier, c'est casse-pied. Voilà, après SAVS, après la SHMO, SAVS, on arrive vers le milieu ordinaire et on arrive là vers les partenariats qu'on a tout tissés avec certains EHPAD. On a aujourd'hui des conventions avec une quinzaine d'EHPAD sur le département, dont certains qui ont des unités pour des personnes handicapées mentales vieillissantes. J'ai oublié de le dire en tout début de conférence, mais bien évidemment, c'est censé être interactif. Donc, n'hésitez pas à demander la parole, à intervenir, à poser une question ou à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu. On va poursuivre avec la deuxième partie de la conférence et donc là plutôt se projeter sur
les besoins à venir par rapport à tous les constats qui ont été faits de ce qui existe, de l'évolution de la population de cette génération extrêmement importante qui arrive vers le 4e âge, voire qui y est déjà. Comme je le disais en introduction, bien évidemment, quand on parle de vieillissement et quand on se pose la question du vieillissement à travers le SCOT, on envisage de toucher à plusieurs thématiques, le logement, la mobilité, les services, etc., etc. On va commencer par l'habitat, parce que c'est vrai que malgré tout, quand on parle vieillissement dans le SCOT, c'est quand même une des thématiques majeures qui nous préoccupe depuis de nombreuses années, sans avoir forcément trouvé encore les solutions. Mais maintenant, de toute façon, il va bien falloir qu'on les trouve, parce qu'on est en plein dans le phénomène et dans le volume de personnes de 80 ans et plus qui sont de plus en plus importantes. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Kaufmann, parce que dans nos débats au niveau des commissions SCOT, on se pose souvent la question du parcours résidentiel de la personne qui, en gros, est à la retraite. Et notamment, est-ce qu'elle quitte son logement pour aller dans un autre, plus petit? Est-ce que les personnes qui viennent de la périphérie arrivent massivement sur la ville de Besançon? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces questions-là? En partie. Alors, on peut voir les choses, encore une fois, de deux façons. On peut voir les mouvements des personnes à l'intérieur du SCOT, enfin les personnes âgées à l'intérieur du SCOT, et puis les mouvements entre le SCOT et, je dirais, le reste du monde. Alors, si je prends cette deuxième partie, déjà quelque chose que vous n'avez pas tous en tête, le SCOT est attractif pour les personnes de 65 ans et plus. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de personnes de 65 ans et plus qui arrivent dans le SCOT que de personnes de 65 ans et plus qui quittent le SCOT. Voilà. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez connu, puisqu'il y a un desserrement, notamment de la région parisienne. S'il y a une offre de structure pour l'accueil des personnes âgées, bah forcément que les personnes âgées, elles vont venir sur le territoire. Juste deux chiffres, une expérience que vous pouvez faire, c'est demain matin, vous allez dans les rues et vous interrogez les étudiants en leur demandant où est-ce que tu habitais il y a un an. Eh bien, il y en a un étudiant sur 7 qui va dire moi j'habitais pas dans le SCOT, mais maintenant j'y habite. Si vous interrogez les retraités, c'est 1 sur 70 qui n'habitait pas dans le SCOT. D'accord ? Donc on voit bien à travers cette différence de ratio que les personnes âgées, elles ne sont pas mobiles résidentiellement, enfin pas en tout cas entre le SCOT et l'extérieur, quoi. Elles sont assez peu mobiles. Alors après, la difficulté qu'on a nous, c'est sur les parcours résidentiels. C'est pour répondre plus précisément à votre question. La difficulté à l'INSEE, c'est que lorsqu'on collecte des données sur vous, enfin sur moi, sur vous, sur tout le monde, les données sont anonymes. Donc d'une année sur l'autre, on n'est pas capable de savoir qui est-ce qu'on a interrogé une année, qui est-ce qu'on a interrogé l'autre année. Voilà. Donc c'est assez difficile de voir ces parcours résidentiels sur 5, 10 ans, 15 ans, puisqu'en fait, on a des moyens, mais enfin, c'est quand même relativement compliqué. Ce qu'on peut regarder, c'est en fait à partir des statistiques d'enquête qu'on a dans les EHPAD, dans les structures, maisons foyers, maisons de retraite, voilà. En fait, nous, on a l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste, donc là, je retourne vers les spécialistes qui sont autour dans cette instance. On a l'impression qu'en fait, quand il y a parcours résidentiel de personnes âgées, c'est sur la fin de vie. C'est dans les 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans grand maximum, en fin de vie, avant leur décès, que les personnes sont mobiles quand il y a la perte d'autonomie. Mais sinon, de manière générale, les personnes âgées sont assez peu mobiles sur la résidentielle. La mobilité résidentielle sont assez peu mobiles. Excusez-moi, j'allais à la pêche à l'information. Autre question auquel peut-être Alban, tu peux essayer d'apporter des éléments de réponse. Merci. Là aussi, ça fait partie des débats que l'on a souvent dans les commissions d'élus quand on se pose la question du vieillissement. La plupart d'entre nous lisent des enquêtes qui tentent à prouver que les personnes âgées, quand elles ont le choix, elles veulent rester à leur domicile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça évolue dans le temps? Parce que c'est vrai qu'on a eu, notamment il y a 10 ou 15 ans, une enquête qui avait été faite dans le cadre, je crois, du PLH de Besançon et qui montrait qu'en gros, il y avait 95% des personnes qui avaient répondu qu'en gros, elles ne voulaient pas changer. Où on en est par rapport à cette tendance? Ce que je dirais, c'est que l'aspiration des personnes à rester le plus longtemps possible chez elles est une tendance de fond qui se confirme. Pour l'illustrer, je vais indiquer par rapport à ce que nous constatons dans nos résidences autonomie. Juste pour préciser que le CCAS de Besançon a 5 résidences autonomie qui maillent un petit peu tout le territoire bisontin.
Et pour l'illustrer, c'est en fait ce qu'on constate, c'est que l'âge d'entrée dans ces résidences-là a de tendance à reculer, alors qu'on est sur des personnes qui sont, comme son nom l'indique, autonomes, c'est-à-dire qu'on est sur des GIR 6 et 5. Et donc, ça, voilà, on a un âge d'entrée qui, maintenant, aujourd'hui, se rapproche des 80 ans. C'est un fait qui se confirme. On le voit aussi à un autre niveau, puisque au niveau du CCS, on a également des services à domicile, infirmiers, services d'aide à domicile. Et là, on sent une tension, un nombre de plus en plus important de personnes qui sollicitent ces services-là. Donc là, c'est une autre illustration de cette tendance de fond qui s'accentue, et on le voit avec un vrai phénomène accélérateur par rapport à la crise sanitaire. Pourquoi? Puisque on a finalement, quand on parle d'habitat collectif comme résidence autonomie, parfois des amalgames avec d'autres. On a parlé beaucoup des EHPAD pendant la crise sanitaire, et donc cette tendance, selon moi, va s'accélérer. C'est un lieu, dès qu'on est un habitat collectif, qui peut être assimilé à un lieu de privation, finalement, d'une forme de liberté. Donc le rester chez soi, finalement, est tout de suite rattaché à cette notion de liberté, d'un certain confort. Donc je dirais que c'est une tendance qui, nous on le voit déjà aujourd'hui, avec ce phénomène accélérateur sur ces toutes dernières années. Donc une vraie tendance de fond, et on le voit, elle est encouragée aussi par des dispositifs au niveau nationaux de maintenir les personnes à leur domicile le plus longtemps possible. En quoi consistent exactement les résidences autonomie? Et pouvez-vous me citer un ou deux exemples? Je peux répondre maintenant, hein. Pas de souci. Une résidence autonomie, alors comme son nom l'indique, c'est ouvert donc pour des personnes qui sont âgées d'un minimum de 60 ans, qui sont autonomes, donc on est sur un habitat collectif, mais elles ont en fait la particularité, alors on est sur en fait entre 45 appartements et on va jusqu'à 80 appartements, voire des appartements également, et des immeubles qui sont en intergénérationnel. Donc ces personnes, ces résidents, vont pouvoir bénéficier en fait de différents services, c'est-à-dire qu'une présence humaine H24, hein, puisque nous avons des personnels permanents, également une restauration sur place, mais ce sont des personnes qui ont finalement leur propre appartement, mais qui peuvent avoir des temps collectifs de restauration, notamment le midi, et également de pouvoir bénéficier de services infirmiers, puisqu'il y a cette possibilité-là, mais ce ne sont pas des lieux médicalisés. Vraiment, on est vraiment quelque part, certains vont résumer l'antichambre d'un EHPAD dans une vocation collective. Voilà, pour situer en quelques mots, et nous en avons 5 sur Besançon. Alors, la résidence Les Hortensias, qui est sur le quartier de Planoise. On pourra en revenir tout à l'heure aussi, puisqu'il y a une question autour des centres-villes. Une qui est la résidence Marula, qui est en centre-ville. Et ensuite, sur les quartiers Saint-Claude, la résidence UO, qui est la plus ancienne d'entre elles, puisque, juste pour situer, il faut dire que Besançon était pionnière dans ce qu'on appelait à l'époque les foyers logements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de résidence autonomie. Donc ça, c'est la résidence UO, et nous avons résidence Les Cèdres et les Lilas, qui elles sont plus sur l'est de Besançon et quartier Montrapon. Donc c'est un total de 335 appartements aujourd'hui, dont certains ont cette dimension intergénérationnelle partagée avec des étudiants, voire des apprentis, des jeunes actifs. Voilà, pour situer ces 5 résidences. Vu que tu as le micro, tu vas le garder. Plus largement par rapport à la réponse qui a été faite, alors on l'a déjà un petit peu abordé parce qu'on a visité l'EHPAD. Avant, on a été à Busy pour visiter un nouvel établissement qui, je pense, a bien plu à toutes les personnes qui ont eu la chance de le visiter. Mais voilà, comment se structure l'offre en matière de logement sur le territoire, devant quel panel d'offres, en gros, ces personnes âgées sont confrontées ou en tout cas ont à leur disposition? Alors, aujourd'hui, et on va dire depuis les 5-6 dernières années, cette offre, si on élargit aux résidences-services, et c'est extrêmement étoffé à l'échelle du Grand Besançon. Et la donne a vraiment changé par rapport à ça. Donc là, on suit quelque part la courbe démographique. Mais après, là où ce qui va nous intéresser, nous, au niveau du CCS, c'est le niveau d'activité en termes de ressources, puisque on va constater qu'il peut y avoir un écart de 1 à 3 en termes de tarifs pour des résidences-services qui maillent aujourd'hui le territoire. Pour donner un ordre de grandeur, on va dire d'une résidence autonomie aujourd'hui tout inclus au niveau du CCS, c'est un loyer de 750 €, tout compris l'animation. Et on voit que des résidences-services qui sont démultipliés, et ça c'est un constat qu'on fait à l'échelle du Grand Besançon, on va être parfois sur des tarifs d'entrée qui sont 2 à 3 fois plus importants
Voilà. Et donc là, il y a aussi une problématique d'accessibilité économique de cette offre-là. Mais il est sûr que, et c'est ce qui nous a interrogés, puisqu'on est en pleine réflexion aujourd'hui par rapport à ce modèle même des résidences autonomie sur Besançon, mais pas que, c'est au niveau national, le bon équilibre par rapport à ces nouvelles résidences privées, associatives qui sont venues se greffer sur le territoire du Grand Besançon. On a besoin d'un peu de tout. Oui, exactement. On le voit, hein, c'est essentiel d'avoir, on constate même au niveau du C7, une mixité à l'intérieur même de ces résidences autonomie. Mais voilà, donc il faut exactement avoir une vraie diversité de types d'offres d'habitat au collectif. Alors c'est vrai que ce que disait Monsieur Kaufmann juste avant, moi ça m'interpelle un petit peu parce que on crée donc des structures en pensant répondre aux besoins de la population en place, mais finalement vous nous disiez qu'on était attractif. Dès lors qu'il y a beaucoup de structures sur un territoire, il y a forcément des personnes qui ne sont pas issues de ce territoire qui viennent en fait aussi accéder à l'offre. Bon, ça fait partie aussi d'une économie locale, hein, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on a en gros pas un double problème, mais en tout cas une équation à plusieurs inconnus à régler pour les prochaines années. Quels sont les besoins pour la population en place qui de toute façon est donc un tout petit peu plus nombreuse aujourd'hui qu'elle ne l'était hier dans les grands airs. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on complète cette offre-là par une offre donc supplémentaire pour pouvoir attirer des populations vieillissantes sur notre territoire? Ça fait partie des questions qu'on s'était posées d'ailleurs sur le projet économique du SCOT. Est-ce que, ou même quand on a réfléchi au projet de territoire de GBM il y a quelque temps, on s'était posé déjà la question d'axer une partie de la stratégie de développement économique sur cette population? Pourquoi pas? Oui, juste peut-être pour rebondir sur cet aspect-là, ce qui est important aussi, ce qu'on constate, ce sont des logiques de solidarité et de rapprochement familiaux. Et c'est vrai que pour le coup, ce qui peut être intéressant à l'intérieur même du Grand Besançon, c'est d'avoir un petit peu cet indicateur finalement de solidarité intergénérationnelle, parce qu'on se rend compte que bien souvent, ce qui motive le choix dans une structure finalement d'habitat collectif qui préside en autonomie, c'est parce que j'ai mon aidant, j'ai ma famille qui sera à proximité. Donc ça, je pense que c'est important à avoir en tête dans la logique aussi de Scott, ce motif-là qui est bien souvent est primordial. Madame Poignon, je crois que vous avez une petite question. Je m'adresse à Madame de l'ARS. Vous n'avez pas du tout, dans la panoplie de solutions que vous avez, vous n'avez pas du tout évoqué le béguinage. Le béguinage, la forme d'habitat qu'on appelle le béguinage. Vous ne savez pas? Ah bah allez-y, vous avez le micro, expliquez si vous le souhaitez. Non, mais je posais la question puisque je sais que sur le territoire français, il y a des modes d'habitat pour les personnes âgées et ça s'adresse plutôt, d'après ce que j'ai pu comprendre, aux personnes seules. Est-ce que, je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de ça? Alors oui, vous voulez parler? Ah non, mais allez-y, non? Non, bon d'accord, vous voulez pas. Bon. Oui, alors le béguinage, c'est une forme urbaine quelque part. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est issu d'un mode de fonctionnement de population catholique, donc des sœurs qui étaient dans un même endroit. Et en fin de compte, c'est des maisons de ville donc mis les unes à côté des autres, dont l'espace collectif et les espaces verts sont tournés vers l'intérieur, comme un cœur d'îlot quelque part. Si j'essaye de le dire de cette façon-là. En fait, Un cloître, non. oui, Comme... oui, oui. Oui, non, alors le cloître, oui. Non, quand même, j'irai pas jusque-là, mais en formes urbaines, pourquoi pas? Oui, mais à l'origine, c'est ça. À l'origine, effectivement, c'est la forme d'un cloître où, effectivement, on a les logements qui sont autour et autour d'un patio. Et parce que l'origine du nom béguinage, il vient de là, en fait. D'accord. Merci pour ce complément, monsieur. Je vous en prie. Alors, si vous voulez aller en visiter un, je vous invite à aller à Bruges, vous ferez d'une pierre deux coups, vous verrez un très beau béguinage et puis vous mangerez du chocolat. et plus récemment, je crois que c'est du côté de Dunkerque, Madame Barthelet, que vous en aviez visité un. Donc, ça veut dire que c'est des vraies questions, mais alors pas forcément pour les personnes seules. Hein. Je pense que c'est un modèle de vie. Et ça peut répondre d'ailleurs en partie à un autre sujet qui nous préoccupe pas mal, c'est la consommation d'espace. Parce que finalement, il y a une partie privative qu'on a l'habitude d'avoir dans nos propres maisons quand on a la chance d'en avoir une, qui là est mutualisée. Donc on diminue forcément l'emprise au sol,
au profit d'un espace collectif plus conséquent et qui est situé au cœur en fait, de ce projet urbain. Pour être tout à fait honnête avec vous, parfois on en parle avec le service urbanisme de la ville comme une solution peut-être à retester sur le territoire, parce que de toute façon on n'en a pas du béguinage chez nous, mais ça peut être une alternative en matière de forme urbaine. Nul doute que l'agence se préoccupera de cette question-là dès l'année prochaine. Alors, une information, c'est qu'il y a une initiative de ce type-là sur Pin. Emani Emani, Ah, bah, Emani, très bien. Emani. Eh ben, Ouais, ça ira. Bon, c'est ce sera c'est moins pas loin. loin. Hein, c'est Il faudra pas- leur demander de faire Voilà, une c'est sur Emani. succursale de chocolat quand même à côté, parce que sinon on ira tous à Bruges. Hein. C'est du logement privé. C'est du logement privé. C'est du logement privé. Bah, c'est du logement collectif, mais horizontal. C'est l'auberge Quelque part. espagnole, mais Continuons sur justement ces formes d'habitat, Jean-Louis. je, je voulais, Eh ben, alors, je j'en voulais peux. poser une question. Isabelle sait que j'aime bien poser des questions de toute façon. C'est pour ça Je le savais qu'il fallait pas que je vous donne le micro. C'est pour ça qu'elle voulait me piquer le micro. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, non, je l'ai gardé. Hein. Ah ben Donc, non, pas, j'en ai besoin. oui. Donc, une question par rapport aux gens qui restent chez eux. Est-ce que donc ils restent chez eux par volonté de rester chez eux, parce que souvent on a des habitats qui sont pas adaptés et qui posent un certain nombre de difficultés, ou est-ce qu'ils restent chez eux parce que à un moment donné on leur offre pas le choix, c'est-à-dire quand on est dans nos villages par exemple, souvent on n'a rien à proposer en dehors de l'habitat individuel et donc les gens qui sont finalement même, je vais donner un exemple très simple, quelqu'un qui habite à Thorez, venir donc dans un établissement à Montferrand-le-Château, c'est déjà loin. C'est tout près, mais c'est déjà loin parce qu'il a sa famille, il a ses amis, il a des gens de sa génération qui sont sur place, et donc c'est aussi difficile parce que les gens ont moins de mobilité au fur et à mesure que au fur et à mesure que l'âge avance. Donc, est-ce que c'est pas aussi une des raisons, et est-ce que justement en matière d'aménagement du territoire, on ne doit pas avoir cette réflexion-là aussi, de dire rapprochons l'accueil des personnes. Je vais répondre. Hop, hop, hop. Ne vous battez pas. Oui, pour m'être entretenu donc en tant que donc maire d'une commune périphérique avec un établissement des maisons AGV que tout le monde connaît, pour m'être entretenu avec les résidents, la première chose dont ils vous parlent, c'est leur maison. C'est la tristesse d'avoir quitté leur lieu de résidence. Et c'est la problématique, effectivement, que ces maisons ne répondaient plus aux besoins, donc des personnes qui ne sont plus autonomes. Et donc, la première raison, c'est ça. Mais il y a un attachement fort donc à la résidence, mais résidence qui ne remplit plus ses fonctions avec la perte d'autonomie. Enfin, pour moi, c'est la première démarche. Parce qu'ils n'ont pas effectivement les moyens de déplacement pour rendre visite. Je vous demanderai simplement de prendre le micro quand vous souhaitez intervenir, parce que c'est enregistré. Et même si vous avez des voix qui portent un peu, ça porte pas suffisamment pour que on soit pas obligé de tendre l'oreille quand on écoutera. Il faut savoir que c'est enregistré, c'est filmé, donc ça permet à ceux qui n'étaient pas là ce soir de pouvoir rattraper un petit peu de leur retard. Donc merci à vous tous de faire l'effort de prendre le micro. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question, puisqu'on parle mobilité des personnes âgées, et on a parlé de la partie où ces personnes étaient autonomes, où ces personnes deviennent dépendantes. Et la transition de la sortie d'une résidence service ou résidence autonomie vers un EHPAD,
Ma question, c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des accords? Est-ce que c'est facilité? Est-ce que, ou au contraire, il y a un retour à domicile avec les aidants? Quelle est la situation des personnes à ce moment-là? Alban va répondre à votre question. Je peux parler de ce passage effectivement qui peut être douloureux quand on passe d'une résidence autonomie donc collective à un EHPAD où finalement nous avons des conventions avec certains EHPAD et puis surtout le travail le plus difficile c'est d'accompagner aussi les familles parce que bien souvent il y a une forme de déni et c'est là que par exemple les choses peuvent bloquer. Parfois nous n'avons pas le temps d'anticiper parce qu'il peut y avoir une hospitalisation, il peut y avoir un incident de santé qui vient accélérer finalement tout ce processus de passage en EHPAD. Et là, les choses sont d'autant plus compliquées, donc il s'agit d'anticiper, d'avoir ce lien. Et ça a été bien dit, hein, on a une multitude d'acteurs, de structures, et finalement, la clé, c'est comment faciliter les choses. Donc ça passe par des conventions, par des liens que nous avons avec des structures type EHPAD. Et puis, pour revenir tout à l'heure à la première question, qui était quel est un des motifs qu'on rencontre, pourquoi on est obligé de finalement quitter sa maison, c'est bien souvent, et d'aller dans un habitat collectif, c'est la perte du conjoint. On se rend compte que la perte du conjoint, avec d'autres situations, d'autres actions finalement, perte de ressources, qui conduisent finalement, comment je garde quand même une vie, je dirais une dimension sociale, collective, que j'avais dans mon quartier. Donc c'est pour ça que là aussi, ce qu'on constate nous par rapport à nos résidences autonomie, c'est l'attachement au quartier. Donc si on peut rester dans son quartier, dans la résidence autonomie du quartier, voilà, on s'y accroche fermement. Donc là aussi, c'est important l'implantation d'une résidence autonomie. Voilà ce que je pourrais dire pour ces deux dernières questions. On continue de cheminer dans l'offre en matière de logement. Dans les réunions auxquelles vous assistez les uns et les autres, on parle aussi fréquemment, en tout cas on a des débats assez fréquents sur est-ce que l'intergénérationnel c'est une bonne idée ou pas, quelle est la place de l'habitat inclusif. Donc je vais repasser la parole à Jean-Louis pour pouvoir nous éclairer sur ces questions. Alors, sur ces questions, alors moi, je rejoins complètement ce que disait Monsieur Soukaros là, sur la question effectivement de l'attachement au quartier. On le voit pour les personnes handicapées qui ont vécu dans un quartier, qui ont accédé à l'autonomie, qui ont vécu là. Effectivement, l'arrivée à la retraite et au moment où la vie seule ne devient plus possible pour une multitude de raisons, là effectivement, l'attachement au quartier, les résidences autonomie aujourd'hui, c'est l'outil qui est plébiscité. Hein. Et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, nous, effectivement, c'est ces questions d'habitat inclusif. Hein, il y a différents projets qui sont en cours là sur le territoire, d'habitat intergénérationnel. Il faut qu'on garde les personnes qui arrivent à ces âges avancés de la vie, quelque part. Elles veulent garder l'attachement à leur quartier, à leur territoire, rester ancrées. Et en même temps, elles ont besoin de retrouver et de garder, enfin, parfois même de retrouver, non, je vais garder ce terme-là, du lien social. Parce que un des éléments importants, ça a été dit tout à l'heure, je crois, et c'est la question de l'isolement. Alors qui est peut-être un peu plus grande, je ne saurais pas le mesurer, mais pour les personnes handicapées, l'arrivée à la retraite, le fait de laisser ses collègues de travail qui, pour certains, étaient constitués quasiment le seul tissu social auquel ils avaient accès régulièrement, et la perte d'autonomie, la perte de joie de vivre quelque part, elle se joue là. Hein. Et la réponse, ça peut pas être, elle n'aurait pas de sens en amenant simplement, alors mille excuses, hein, c'est pas une pierre dans le jardin du CCAS, mais en amenant du repas à domicile et de l'aide à domicile pour faire en sorte que les conditions de vie dans l'appartement aient du sens. Il y a une joie de vivre derrière, et ce lien-là, il a tout son intérêt. Et dès lors qu'on le développe avec dans une forme d'habitat inclusif, et quand je parle d'habitat inclusif, je parle d'habitat où on va mêler des publics, des personnes handicapées avec des personnes qui ne le sont pas, qui ne l'étaient pas. Hein, des personnes vieillissantes avec des personnes qui ne sont pas forcément vieillissantes. Et c'est tout ça qui redonne un petit peu du sel à la vie. Hein. Et ça n'enlève en rien tous les services d'aide et de maintien à domicile qui ont leur place au préalable. Je vais redonner la parole à Martial, s'il l'accepte, pour justement nous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas abusifs, en quelques mots, le concept justement d'habitat ouvert en fait sur l'extérieur. Moi, j'étais assez impressionné par cette capacité en fait d'offre que vous avez mis en place sur Buzy. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc sur Buzy, on a essayé de créer, en fait, on a créé une résidence en fait
seniors, hein, donc c'est des logements type T2. Donc les gens ont vraiment leur autonomie chez eux. Et il y a une pièce de vie commune qui permet d'avoir des activités. Et toutes les activités qu'on fait sont ouvertes aux gens de la commune, alors aussi bien aux seniors de la commune, mais également à un public plus jeune. Par exemple, il y avait un atelier où ils faisaient des porte-bijoux. Il y avait des enfants de 6 et 10 ans qui étaient aussi présents pour faire cette activité-là. Donc c'est vraiment une activité auquel on veut vraiment que nos pièces de vie communes, des résidences qu'on développe, participent à la vitalité de la commune et soient ouvertes sur l'extérieur. On veut vraiment ramener de la vie dans nos résidences et pas les laisser qui vont en vase clos. Donc c'est vraiment le côté aussi social et sociétal qui nous intéresse et qui nous tient à cœur, nous, dans le développement de nos résidences. Une forme d'intergénérationnel éphémère, quelque part. Dans le... On va continuer notre cheminement et... Oh, pardon, excusez-moi, j'étais partie dans mon... Non, mais je m'excuse, vous m'avez encouragé à parler tout à l'heure, et puis je parle pas au moment où vous le souhaitez, donc je suis pas sympa. Non, mais quand on parle des projets intergénérationnels, je pense quand même qu'il faut se dire que, compris dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, ça peut pas, ça nécessite un minimum d'organisation. Les enfants qui vont aller aider, etc., c'est très bien, mais ça se fait pas sans accompagnement. Et quand on imagine des projets, il faut quand même se dire il faut ça. Donc je l'avais redit, on a fait un projet, hein, je regarde la présidente avec Loge GBM, qui n'a pas été accompagné au début pour différentes raisons, le fait que ce soit nouveau, le Covid, peu importe, etc. On a imaginé ces logements intergénérationnels à Pelousée avec 26 logements, des gens qui ont signé des chartes. Mais en réalité, finalement, ce qu'on s'aperçoit au long cours, c'est que on a enchanté un petit peu le modèle de la famille qui va arriver puis qui va s'occuper des aînés. Mais la famille active, elle a plein de choses à faire. Elle est souvent monoparentale, etc. Bon, je ne vais pas la stigmatiser, mais c'est une réalité dans nos logements. Et finalement, elle a déjà ses enfants à s'occuper, avec un peu de chance, ses propres aînés dans sa famille, etc. Donc, c'est pas qu'elle veut pas, mais quand elle rentre chez elle, la coupe est pleine aussi, quoi. Donc, par contre, l'intergénérationnel marche très bien entre nos jeunes seniors qui sont en pleine forme, qui ont une envie de loisir, qui ont une ouverture aux autres, etc., avec les aînés beaucoup plus âgés, parce qu'il y a plein d'âges, effectivement, et entre le moment où on prend sa retraite et le moment où on arrive à la perte d'autonomie, fort heureusement, il y a quand même pas mal d'années qui se passent, et des années très heureuses en général. Et ces gens-là sont très, voilà, très vivants et nous sollicitent beaucoup dans nos communes et apportent beaucoup, je pense, à nos aînés. Et c'est peut-être cet intergénérationnel-là qu'il faut qu'on active plus que d'imaginer que c'est la famille qui fait déjà beaucoup par ailleurs, hein, il me semble ça. Et puis, moi, je vais malheureusement devoir vous quitter, donc je vais me permettre de profiter d'avoir la parole pour dire que ce soit en fait par rapport au vieillissement ou l'accompagnement de la petite enfance, je pense que le choix de l'élu, c'est pas de dire c'est bien tel et tel type de logement, d'accueil, etc., mais qu'il faut, qui serions-nous pour déjà définir ça et imposer un modèle, mais c'est-à-dire qu'on doit permettre d'avoir une offre importante, variée, et pour ça, ça nécessite, je pense aussi qu'il y a un petit peu de diagnostic, comme on le fait sur d'autres sujets dans le SCOT, pour qu'on évite de créer plein de structures identiques, qu'on soit peut-être un peu créatif, et puis qu'on en ait un petit peu partout sur le territoire pour éviter ce qu'on disait, l'attachement, même si on sait qu'on ne pourra pas tous avoir une structure commune. Moi, je me suis retrouvée avec la même question à Pelousée quand on a dit aux personnes, ce qu'on vous propose, c'est la MARPA d'École Valentin, qui est très très belle, qui est magnifique et tout, mais pour eux, c'est un milieu urbain, École Valentin, et ça leur parle pas du tout. C'est pas là qu'ils ont leurs amis. Par contre, d'aller effectivement appuyer les vignes, pour eux, c'est déjà plus leur bassin de vie, c'est déjà plus entendable. Donc tout ça, c'est très subtil. Mais il faut se rappeler aussi ce que disait notre collègue de Chalzeul quand il parlait du projet de TISE, en disant ils ont fait un accueil en se disant ce sera pour notre population. Et finalement, c'est plutôt les aînés des familles qui sont arrivés dans la maison. C'est pas grave, mais faut imaginer ça aussi, que ça se passe pas toujours comme on a imaginé non plus. Mais il y a des besoins quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, et pour tous les âges. Hein. Ça ne se passe jamais comme ce qu'on avait prévu. C'est pas le concept de base. Oui, alors je voulais vous proposer de continuer à cheminer dans la réflexion de ce soir. On va mettre de côté un petit peu l'habitat pour parler un peu des services, parce qu'on a bien compris et je pense qu'on partage tous le fait que l'habitat avec simplement des champs autour, sans services, sans commerce, etc., c'est bien évidemment pas la solution
à privilégier. Alors, de temps en temps, le commerce vient à l'habitat. La plupart du temps, nous, en tant qu'urbanistes et aménageurs, on réfléchit plutôt dans l'autre sens, même si je pense que l'offre est complémentaire de toute façon, et on ne peut pas mettre des commerces et des services dans toutes les communes et dans le même volume. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis frappé par la capacité des personnes âgées à aller faire leurs courses en même temps que nous. On est d'accord, ça vous fait rire, donc je pense que vous avez vous êtes tous fait la réflexion. Mais quelque part, ça paraît logique. J'imagine que c'est un lieu de vie comme un autre, et il n'y a pas de raison. Alors nous, ça nous arrangerait bien qu'ils y aillent quand nous on travaille, ça c'est sûr. Mais finalement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc au final, la question qu'on peut se poser, je vais me retourner vers toi. Au revoir. Je vais me retourner vers toi, Alban. Comment on fait et de quoi on a besoin pour justement compléter cette espèce de triangle ou de triptyque qu'on commence à dresser entre l'habitat, maintenant les services, et puis on parlera dans un troisième temps de tout ce qui relève de la mobilité. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'exemple que nous avons, la résidence autonomie Les Hortensias, qui est dans le quartier de Planoise, et qui est celle qui connaît aujourd'hui le plus d'attractivité. Alors que, comme je disais, aujourd'hui, on a une vraie crise de ce modèle-là, et paradoxalement, c'est celle qui, entre guillemets, résiste le mieux et qui attire toujours autant de résidents. Et quand on regarde un petit peu le contexte qui l'entoure, c'est tout d'abord, c'est une résidence qui a été construite en 1977, pour donner un petit peu l'état du patrimoine. Et finalement, ce qui attire essentiellement les résidents, c'est la proximité des commerces, l'animation des marchés qu'il y a quasiment en pied de cette résidence, la proximité du tramway. Bien souvent, c'est ce qui va décider. Un résident du quartier, restez moi là, j'ai le tramway à proximité si je veux me rendre au centre-ville. J'ai le CHU qui n'est pas loin non plus en tramway. Donc c'est quelque chose qui va vraiment décider les personnes à s'installer. C'est toute la vie de quartier. Et pour citer un exemple, c'est l'attachement, j'évoquais tout à l'heure l'attachement au quartier. L'exemple que j'ai en tête, c'est une personne qui a fait le choix de venir dans cette résidence qui allait au détriment finalement de la vie de sa propre famille, qui disait mais viens t'installer en périphérie de Besançon, tu ne peux pas rester à Planoise. Et elle a dit non, je viens ici dans cette résidence parce qu'il y a la vie de quartier, il y a cette animation. Et puis pour faire le lien au sujet qu'on a vu juste avant, il faut dire aussi que la résidence des Hortensias est une de nos résidences où il y a un habitat intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a 80 résidents âgés et une vingtaine d'étudiants, de jeunes apprentis, de jeunes actifs qui ont la possibilité de proposer des animations à l'intérieur même de la résidence, et puis en contrepartie qui voient leur charge amoindrie. Voilà. Donc c'est tout cet ensemble d'animations, de services qui sont proposés en interne, mais en plus de l'alchimie, de la proximité finalement de cet ensemble de commerces, de transports en commun, de cette vie de quartier qui fait que finalement on a une résidence qui aujourd'hui connaît une attractivité très importante par rapport aux autres, puisque les autres résidences qui pourtant même en centre-ville, c'est le paradoxe, celle du Marula, aujourd'hui on est à 75% d'occupation, un vrai sujet que nous avons par rapport à ce type de résidence qui est pourtant située en plein centre-ville. Une résidence des Hortensias qui est la Planoise connaît une activité intéressante et importante à ce niveau-là. J'avais en mémoire un chiffre sur la première enquête ménage déplacement que l'on a faite sur le territoire et qui démontrait, quand on avait isolé la population alors je crois que c'était les 80 ans et plus, mais j'hésite entre 75 et 80 ans, mais en fait on avait calculé leur rayon d'attractivité autour de leur domicile, et on était sur un rayon de 500 mètres. Alors, ça veut dire que même quand on est en centre-ville, et la résidence Marula, elle n'est pas loin de l'agence, donc je vois assez bien comment elle fonctionne, finalement, à 500 mètres, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, ça peut-être que ça peut expliquer un petit peu ça, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours interrogé, en fait, ce rayon assez réduit, qu'on peut comprendre, avec la perte d'autonomie, donc forcément... c'est tout de suite un peu plus compliqué pour faire des kilomètres, etc. Mais en tout cas, nous, ça nous interroge en tant qu'aménageurs et urbanistes, parce que bien évidemment, on ne trouvera jamais le moyen d'aménager les quartiers et les communes périphériques de façon à ce que toutes les personnes âgées soient dans un rayon de 500 mètres de tous les services dont elles ont besoin. Alors moi, je suis Florence, première adjointe de la commune de Boussières.
Et en fait, on parle d'intergénérationnel et de quartier, et dans nos communes rurales, on est déjà en intergénérationnel et de quartier, puisqu'on a des personnes âgées, enfin des seniors, des jeunes, etc. On l'a déjà l'intergénérationnel. Maintenant, c'est vrai que dans la commune, nous, on est confronté à plusieurs problématiques. C'est quand on côtoie les aînés, si on leur demande de quoi ils ont besoin, la première des choses, c'est le problème de mobilité. Et la deuxième des choses, le deuxième élément, c'est les commerces et les services. Donc, on commence à se poser des questions, puisqu'on a encore un petit bout de terrain sur Boussières, et on s'était dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On va peut-être faire un établissement, etc. On a pris des contacts avec AGV par exemple, ou d'autres, et on s'est dit non, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qu'ils veulent rester chez eux. Mais par contre, ils se plaignent des services. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Alors, on est en train d'essayer là, de faire de trouver des solutions novatrices, parce que les petits commerces dans nos villages, c'est pas facile pour qu'ils s'y installent. Et on est en train de faire une épicerie participative, où là, l'intergénérationnel, il a tout son sens aussi, et où c'est les habitants qui vont faire un projet collectif pour pouvoir rapporter ce commerce et ce service d'épicerie, mais pas que, avec un lieu de socialisation aussi et de convivialité, pour justement lutter contre l'isolement des anciens. Je pense aussi que le vieillissement et le bien-être de nous, hein, parce que en 2040, c'est nous. Donc, c'est aussi le collectif, et c'est pas que des établissements et des structures, c'est vraiment autre chose. Et il faut pouvoir ramener aussi dans nos communes les services et faire en sorte qu'ils soient autonomes, qu'ils soient pas dépendants de leurs enfants pour aller faire des courses le samedi, même si c'est possible, et puis qu'ils puissent avoir une vie collective. Alors on a un super engouement. Monsieur Baudin a participé à la réunion publique qu'on a eue hier soir sur ce sujet. Donc ça, c'est déjà une des premières choses, je pense, c'est aider la ruralité et nos communes à monter ce genre de projet, parce qu'il y a un moment, il faut trouver aussi du financement là-dessus. Donc ça, c'est important. Pouvoir aussi faire de l'intercommunalité, mais pas des villages vers le GBM, mais quelques petits villages les uns à côté des autres, où naturellement, il y a déjà des déplacements. Et juste une chose, donc ça c'est sur la partie collective, etc. On est confronté, et plus particulièrement moi qui suis en charge du social, j'ai des questions. Il m'arrive des trucs, je me dis mais je découvre. Alors moi j'ai des gens, on avait une personne donc qui avait Alzheimer, enfin qui l'a toujours d'ailleurs, mais les parents, les enfants ne sont pas présents. Elle errait dans le village, donc les habitants l'ont pris un peu en charge au début, puis on a dit on peut plus faire ça. Et on était confrontés au déni des enfants qui n'habitaient pas sur place, qui ne voulaient pas la placer. Bon, finalement, il y a quand même une solution de trouver, mais voilà, on se retrouve avec des situations où on a, madame, oui, alors on a dû communiquer sur le journal du village pour dire, si vous voyez madame, il faut la raccompagner chez elle, elle habite à tel endroit. Bon, voilà. Pas plus tard que cette semaine, j'ai été confrontée aussi à un monsieur dont sa femme était hospitalisée. Monsieur, il a presque 90 ans. Et il nous dit, moi j'ai besoin d'aide, mais je suis perdue. À qui je demande? Alors on a demandé à une assistante sociale qui l'appelle, puis qui fait l'entretien téléphonique. Et il dit, mais moi, il faut venir me voir. Je peux pas, moi, par téléphone. Elle lui a dit, il faut contacter tel organisme, tel organisme. Et il dit, je peux pas, j'ai presque 90 ans, je sais pas faire ça. Et du coup, j'ai quand même, au bout d'un moment, après avoir appelé plusieurs assistantes sociales, après avoir appelé aussi l'assistante sociale de l'hôpital, puisque la personne allait sortir, enfin sa femme allait sortir, après avoir appelé Eliade, parce que je savais plus comment faire pour les aider, on m'a orientée sur le DAC. Je dis, ouf, quelqu'un qui m'aide un peu à m'orienter et qui va aller faire le diagnostic avec la personne. Et en fait, on est confronté à ça en tant qu'élu. C'est que il y a des problématiques comme ça, et on vient nous chercher en disant qu'est-ce que tu peux faire. Je me vois moi jeudi, la veille du 11 novembre, à téléphoner partout pour trouver un déambulateur, parce que madame sortait le jeudi soir, qu'on allait être le 11 novembre, qu'on pouvait pas le trouver et qu'il fallait quelque chose pour se déplacer.
Et par contre, je termine avec ça. Le DAC m'a bien aidé, mais il m'a dit on aidera madame parce qu'elle est malade. Monsieur, là, qui a 90 ans, si madame, elle était restée très longtemps à l'hôpital, il n'a pas d'aide, en fait. Vers qui je m'adresse? Parce que lui se débrouille tout seul. J'entends bien. Hein. Alors après, c'est un peu ce que je disais en introduction. Notre problème, c'est qu'on ne va pas régler tous les problèmes, ni ce soir, mais on a forcément une contrainte quand on fait de l'aménagement du territoire, c'est que dans un SCOT, on ne parle pas de social. On est obligé de se poser la question des populations qui habitent sur le territoire pour essayer d'adapter notre offre et notre offre de façon générale en matière de mobilité, en matière d'habitants, en matière de services, etc., en matière d'aménagement d'espaces publics. Mais quelque part, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la première partie, il y a aussi tout l'aspect social, d'accompagnement social, qui échappe complètement au travail que l'on fait quand on fait des documents d'urbanisme. Seulement, malgré tout, un petit élément de réponse par rapport à ce que vous disiez sur la relation entre les communes périphériques et Besançon, et donc plutôt la notion de proximité. C'est bien ça qu'on vous propose à travers le SCOT, c'est un SCOT des proximités. Ce qui veut dire que quand on a travaillé il y a maintenant, enfin quand je dis on, c'est principalement les deux là d'ailleurs, mais quand ils ont travaillé pour vous proposer des secteurs de proximité pour découper le SCOT en petits morceaux, c'était pas parce qu'on avait envie de faire des confettis, c'était bien parce que convaincus, au même titre que vous l'êtes et dans les propos que vous avez tenus, je pense qu'on se retrouve assez bien tous là-dedans, convaincus que de toute façon la proximité c'est le lien social qu'il faut absolument rétablir. Et convaincu aussi que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas faire dans toutes les communes la même chose, et puis ça n'aurait pas de sens de toute façon de dupliquer les réponses dans toutes les communes et de GBM et du Val-Marnésien. Donc ça veut dire que ce SCOT des proximités, ça veut dire, c'est un élément de réponse, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça qu'on l'espère, en matière d'aménagement du territoire, sur des petits groupes de communes qui effectivement fonctionnent déjà ensemble. Quand on a fait le diagnostic sur le PLUI, donc là de GBM, alors de temps en temps on ne parle pas du Val-Marnésien et je m'en excuse, mais quand on a fait le diagnostic en vue du PLUI de GBM, on a bien vu déjà tous ces espaces de proximité et de coopération entre les communes, alors qui prennent forcément des formes très très diverses. Hein. Ça peut être la petite enfance, ça peut être l'aide sociale, ça peut être le milieu associatif. Je serais tenté de dire peu importe. Tout ça participe à autre chose qu'à une seule vie communale. Mais c'est pas non plus la vie intercommunale, c'est entre les deux. Et en tout cas, c'est ce qu'on propose à travers le SCOT des proximités. Peut-être un petit mot, j'allais vous donner la parole pour évoquer toute la réponse en matière de services de santé, qui, bien évidemment, par rapport au sujet qui nous occupe ce soir, en matière de proximité, comment on fait et est-ce qu'aujourd'hui la situation est satisfaisante? Alors, non, il y a des choses à faire évoluer, et notamment en termes de taux d'équipement. Je ne sais pas s'il fonctionne bien, en fait, c'est moi qui ne le tiens pas bien. En termes de taux d'équipement, je pense notamment en service de soins infirmiers. Il y a aussi le souci de la ressource, qui est une problématique sur les territoires. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, parce que je suis toujours comment dire, ça me rend un petit peu malade d'entendre des situations comme ça. D'autant plus que normalement, il y a des réponses qui existent en plus à ces personnes-là, mais ce qui veut dire qu'on a un gros travail, nous, à faire en termes de diffusion de l'information et de l'accès à l'information. On voit vraiment que il y a des manques sur les territoires, et ça, c'est un vrai sujet. Ce que je voulais dire sur tout ce qui a été dit là, donc à l'avenir, on va avoir une population donc qui, on l'a dit, va vieillir avec une prévalence d'un certain nombre de choses, des troubles des maladies neuroévolutives, mais également aussi des troubles psychiatriques. Donc il va falloir aussi qu'on fasse évoluer toutes ces structures et la prise en charge qu'on va faire sur les territoires. On a le souhait, c'est ce qu'on a dit, des personnes de rester le plus longtemps à domicile et de choisir le lieu où ils veulent vivre. Et tout ce que vous avez dit là, je pense, peut y répondre, puisqu'il faut vraiment qu'on arrive, en tous les cas, c'est vraiment, on replace nous au centre de toutes nos réflexions, l'usager et son souhait. Et donc ça, c'est important dans les réflexions que vous devez avoir, c'est vraiment d'inclure l'usager dans vos réflexions. Je voulais revenir un petit peu sur des expériences qui ont eu lieu, auxquelles j'ai assisté récemment. Donc il y a une réflexion qui va durer dans le temps sur une commune, pour intégrer en fait un EHPAD dans un nouveau quartier avec les associations, les habitants. Donc il y a une vraie réflexion sur
comment tout ça, tout ce lien social se fait. Donc ça c'est des choses aussi importantes. Ce qu'on disait tout à l'heure sur, du coup j'ai un peu perdu le début de la question, mais c'est parce que je voulais réagir à pas mal de choses. Profitez-en, vous avez le micro, gardez-le. Ce que je voulais dire aussi, sur tout ce qui a été dit, c'est que je pense aussi que ce qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, c'est effectivement les personnes, outre le fait d'être déracinées pour aller en EHPAD, il faut aussi que l'EHPAD évolue en s'ouvrant sur l'extérieur, en étant un vrai lieu de vie, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je vois l'infirmier qui nous a fait visiter l'établissement me montrait à l'extérieur donc un parcours de sport adapté. Mais je lui dis mais qui y va? Ben les résidents. Je lui dis mais c'est ouvert sur l'extérieur, mais non. Et donc en fait on se rend compte qu'une fois qu'on passe la porte de l'EHPAD, ben en fait il n'y a plus du tout de lien avec l'extérieur. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est déjà allé dans un EHPAD autrement que pour aller voir quelqu'un qui connaît? Non, personne n'y va. Donc en fait, il y a vraiment cette coupure-là, et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des réflexions dans ce sens-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des nouveaux outils qui vont nous permettre aussi de travailler sur le décloisonnement, parce que c'est un vrai sujet aussi. Donc je pense notamment aux centres de ressources territoriaux, donc qui sont un peu ce qu'on appelle les EHPAD renforcés, ce que vous avez entendu, l'EHPAD de demain. Donc il y a des choses qui sont en cours là, qui vont permettre donc à l'EHPAD de sortir de ses murs et d'aller apporter une aide supplémentaire au domicile, donc en complément éventuellement des aides qui existent déjà. Donc ça, c'est des nouveaux outils aussi qui vont permettre de suivre l'évolution de la population et l'augmentation aussi de la dépendance. On a les futurs services autonomie, donc ça c'est on attend les textes, mais les futurs services autonomie donc vont être à la fois des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aide à domicile, et vont permettre aussi de décloisonner ces services-là, parce qu'on a souvent, et je pense que vous avez peut-être été confronté à ça dans votre quotidien, souvent on demande une aide, on dit ah ben non, moi, ça relève pas de moi, c'est du SIAD. Et puis le SIAD qui dit bah non, moi ça relève pas de moi, c'est de l'HAD. Donc on a toujours ces soucis-là de cloisonnement qui font que les parcours sont pas fluides. Donc on a des nouveaux outils qui arrivent qui vont nous permettre de fluidifier un peu, enfin en tous les cas on l'espère, ces parcours-là. Et du coup la question de départ c'était c'était le soin. L'évolution du soin. La proximité que l'on recherche et oui. Donc le maillage. Alors, le maillage, donc je le disais, donc les services autonomiques qui vont permettre et les centres de ressources qui vont permettre d'apporter des ressources supplémentaires au domicile. Donc en sortant l'EHPAD de ses murs et en allant sur le territoire. Donc ça fait partie des sujets. On est en train aussi de vraiment impulser une diversification de l'offre. Donc vous avez vu le PASA qui existe ici. Donc ça c'est des choses qu'on va développer de plus en plus, et on va demander à tous les établissements d'avoir des PASA. Voilà. Les accueils de jour aussi. Donc ça c'est des choses qui vont être développées de façon importante. Les UHR que j'ai évoqués tout à l'heure, qui parlent pas beaucoup à beaucoup de monde parce que c'est des structures très spécifiques, donc qui vont prendre en charge des personnes atteintes de maladies neuroévolutives avec des troubles plutôt importants, mais qui du coup vont être aussi une réponse supplémentaire qui va être nécessaire vu l'évolution de la population. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont se mettre en place, voilà, pour répondre aux enjeux de territoire. Mais je reste donc sur le fait de l'ouverture de l'EHPAD sur l'extérieur, c'est vraiment important. Et il y a vraiment des choses intéressantes qui se mettent en place. Donc je voulais évoquer aussi les tiers-lieux. Donc il y a un certain nombre d'initiatives. Alors pas spécialement en Bourgogne-Franche-Comté, je crois qu'il y en a qu'une ou deux, enfin il y en a très peu. Mais au niveau national, il y a plein d'initiatives comme ça. Donc par exemple un café au sein d'un EHPAD, enfin voilà des structures qui permettent d'amener d'autres publics, pas uniquement juste des échanges avec des enfants qui viennent manger, mais d'avoir d'autres lieux un peu intergénérationnels, de la culture par exemple. Donc on a déjà des programmes qui tournent un petit peu dans les EHPAD avec des spectacles, etc. Mais je pense que c'est des choses aussi qu'il faut amplifier et mettre en place. Merci beaucoup. Oui, merci, bonsoir. Je voulais rebondir sur l'exemple donné par Madame l'adjointe de Boussières. Je crois qu'il y a aussi un gros travail à faire au niveau du lien entre l'hôpital et la médecine de ville ou de campagne. Et je crois que, comme qu'elle a donné, je pense que la sortie de l'épouse de ce monsieur aurait été préparée en amont, et qu'il y ait aussi des structures
susceptible d'aider monsieur quand cette dame a... Alors non, tout à fait. Oui, non, mais ouais, non, mais je suis tout à fait. Ça fait des années qu'on le dit, mais oui, tout à fait. Il faut qu'on continue à travailler sur cette articulation ville-hôpital. Alors, par contre, je suis un peu désolée que ce monsieur n'ait pas pu bénéficier du dispositif d'hébergement temporaire en sortie d'hospice ou de carence brutale de l'aidant, puisqu'il y a quand même des possibilités de. Et puis il y a des plans d'aide à pas aussi, donc c'est du coup ça. Voilà. Revenons à nos moutons d'aménagement du territoire. Je vous en prie. Non, mais de toute façon, on le savait en préparant la réunion et la conférence de ce soir qu'on allait avoir du mal à rester pile poil dans le sujet parce que c'est quand même indissociable et qu'on parle bien évidemment de personnes. On n'a pas encore évoqué, alors un tout petit peu, mais vraiment on a effleuré le sujet, donc on va prendre quelques minutes pour en parler. On va parler maintenant de la mobilité. Et alors, n'hésitez pas, Madame Zéaf, en tant que vice-présidente aux mobilités de GBN, d'intervenir également si vous le souhaitez. Je vais commencer par donner la parole à Jean-Louis pour que tu puisses nous expliquer une personne handicapée qui veut bouger dans la ville ou dans un territoire un peu rural, comment elle fait. Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui manquerait pour que ça soit encore un peu plus facile pour ces personnes? Alors, c'est facile, ça dépend. Hein. Oui, forcément. C'était un peu la réponse attendue. Non, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vivent, pour la majorité des personnes qui vivent en ville, le réseau de bus fonctionne, le réseau urbain, pas de souci, et c'est majoritairement ce qu'elles utilisent. Il y a quelques personnes qui font l'acquisition de petites voiturettes, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets, hormis le coût, tout le reste est facile. Hein. Voilà, bon, mais ça reste quand même la minorité. Donc l'accès au bus, hein, avec quelques difficultés, quelques réalités parfois différentes selon les quartiers. Hein, des quartiers qui sont un peu moins desservis, parfois un peu moins simples pour se déplacer la nuit, par exemple, mais qui n'est pas un problème de réseau, mais plus un problème de sécurité dans la ville, ou tout du moins de sentiment de sécurité. Hein. Donc on a ces éléments-là. Quand on est au milieu rural, la situation devient déjà un peu plus compliquée, hein, parce que là, c'est le système de bus à domicile, enfin entre guillemets, de réservation, j'ai perdu le nom, mais de transport urbain, voilà, de faire appel à un service spécifique à la demande, voilà, merci, de transport à la demande. Et alors ça, c'est un service qui fonctionne bien, pour autant qu'on ait pu l'anticiper, hein, et réserver très longtemps à l'avance ou être dans une forme de régularité. Tout ce qui va se faire un petit peu à l'improviste, le rendez-vous médical du surlendemain, celui-là, il ne va pas pouvoir passer par ce biais-là. Donc ça, c'est effectivement un des soucis aujourd'hui pour les personnes handicapées. Et puis certains quartiers qui sont où il y a peu de dessertes. Hein. Il y a eu des tentatives de fait, notamment, je pense par exemple au quartier des Tilleroy, hein, en allant vers l'institut de formation aux soins infirmiers. Il y a un bus, il n'y en a pas le dimanche. Voilà, il y en a un bus la semaine, ça s'arrête le samedi soir, il n'y en a pas le dimanche. Et c'est vrai que pour les personnes qui vivent là-haut, travailler l'autonomie, leur dire « mais si, vous pouvez aller en ville », non, concrètement, non. Voilà. Pour compléter ce que vous dites, je pense qu'effectivement, le transport à la demande, il faut qu'il évolue, qu'il soit beaucoup plus simple d'utilisation, peut-être aussi qu'il soit repensé quand on est dans un petit village, peut-être l'emmener vers des pôles générateurs de déplacement, c'est-à-dire soit effectivement, si on a besoin d'aller faire ses courses ou d'aller consulter un médecin à la pharmacie. Et je pense qu'on a un gros travail à faire, nous, sur Grand Besançon Métropole, pour faire évoluer ce transport à la demande et qu'on ne soit pas obligé de le réserver la veille avant 18 h. C'est toujours un peu compliqué pour effectivement les personnes âgées de faire appel à ce service. En fait, on voit bien qu'il est utilisé beaucoup plus par les jeunes que par les personnes âgées. Peut-être pour poursuivre sur cette thématique de la mobilité, Alban, est-ce que tu peux nous dire deux mots et nous donner ton avis sur les aménagements de l'espace public notamment, mais pas uniquement? Oui, j'allais insister sur l'importance pour définir cette mobilité adaptée sur l'expertise d'usage. Et la chance qu'il y a autour de la commission intercommunale d'accessibilité au niveau du Grand Besançon, il y a cette expertise d'usage, il y a la commission, voilà, cette commission-là, et
finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que via cette expertise d'usage, parfois, ce sont des solutions techniques assez simples qui permettent finalement de changer la vie de beaucoup de personnes. Un exemple, avec cette expertise d'usage, on implante des assis debout dans l'espace public. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à définir des vrais parcours. Et finalement, on donne une vraie motivation pour les personnes qui, à un moment donné, vont s'auto-censurer en disant « mais c'est beaucoup trop loin ». On parle de ce rayon de 500 mètres. Et finalement, d'installer un assis debout entre, par exemple, son domicile et des commerces, on permet de maintenir finalement une vraie autonomie et finalement une vraie continuité finalement dans sa vie sociale, dans ce vivre ensemble. Donc là aussi, voilà, cette expertise d'usage, ben voilà, c'est parti de finalement d'avoir interrogé des associations. Alors on était sur plusieurs formes de handicap, mais finalement on se rend compte que au travers de ça, eh ben, on va pouvoir aussi accompagner le vieillissement de nos territoires et de nos habitats. Donc voilà, c'est un exemple pour la circulation piétonne. Et après, l'idée, je pense qu'il faut être, on parlait de mobilité à la demande, d'accompagnement à la demande, là aussi être imaginatif. Donc parfois c'est du sur-mesure qui est à créer pour revenir à nos résidences autonomie. Voilà, on s'interroge comment peut-être avec un petit groupe de résidents qui souhaiteraient se rendre au marché à telle date. Voilà, donc finalement c'est du sur-mesure qu'il faut arriver à un moment donné réaliser. Mais c'est vrai que l'espace, il doit aussi l'espace public, il doit s'imaginer peut-être autrement. Et quand je disais donner une motivation pour sortir, bon, on parlait de sport adapté. Une personne qui avance en âge aura plus de difficultés à aller dans les parcours de santé qui sont éloignés. Mais de rapprocher peut-être je dirais, ces espaces de sport adaptés dans des jardins publics, peut-être donne une autre motivation pour ces personnes âgées de dire, mais voilà, je vais pouvoir continuer ce que je faisais en parcours santé en forêt qui était éloigné, de le faire peut-être dans mon espace qui est plus près, qui est celui du parc, qui va se trouver à quelques centaines de mètres de chez moi. Voilà, c'est des exemples, mais surtout donner, finalement, entretenir cette motivation à la mobilité parce que avec le phénomène de vieillissement, finalement, on se coupe. C'est une tendance naturelle, se couper, et on a besoin de ce regain finalement de motivation pour sortir de chez soi. Dans le cadre des déplacements en mobilité, vu le manque de souplesse des transports à la demande, dans le timing, je vais dire peut-être une hérésie. Et pourquoi ne pourrions-nous pas mettre à disposition des demandes, je dirais des gens de pousse-pousse, de vélo cargo, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus souples et qui se déplacent, et beaucoup moins onéreux que mettre un bus ou un minibus, et qui se déplacent à la demande pour un seul individu. Alors c'est peut-être une hérésie, mais ça existe déjà dans certaines communes, certaines collectivités. Du coup, je rejoins ce que vous disiez parce que c'est sur le transport, c'est un sujet qui remonte énormément, notamment dans les actions de prévention, où parfois, effectivement, la salle des fêtes, qui est à quelques centaines de mètres, peut paraître très très loin. Donc, effectivement, qui est le long du parcours, et ça revient assez régulièrement. Et puis, l'inclusion, effectivement, de parcours aussi au sein de la ville, et qui parfois aussi donne de formidables expériences, parce que j'ai en tête dans une grande agglomération la mise en place d'un parcours de sport adapté et qui du coup a créé de l'intergénérationnel, parce qu'en fait les jeunes qui passaient se disaient c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là, et du coup c'est des choses vraiment qui permettent aussi de recréer ce lien social. On est déjà en train de parler de pistes, de solutions. On va terminer cette conférence justement par un échange sur ces solutions que l'on peut avoir en tête les uns et les autres. Je serais tenté de peut-être un petit peu de balayer différemment l'ordre établi. Et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé encore ce soir, c'est les épisodes caniculaires, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur les populations les plus âgées. Ça réinterroge clairement notre façon de faire la ville ou de refaire la ville. Quand je dis la ville, ça marche aussi pour les villages. En gros, on est sur une interrogation depuis maintenant quelques années sur comment on fait pour accompagner de toute façon cette augmentation des températures qui est inéluctable, et puis c'est pas ce qui se passe dans la COP27 qui va me faire dire le contraire. Mais en tout cas, on est obligé, nous, en tant qu'aménageurs, en tant qu'urbanistes, d'accompagner cette évolution des canicules successives. Et je ne sais pas si vous en êtes aperçu, si forcément, mais
Cette année, on a été sur un été très précoce, un été très violent et un automne qui n'est pas apparu avant quasiment le mois de novembre. Donc en plus, on a une augmentation qui est probablement un peu durable de la période estivale. Donc ça nous interroge beaucoup, nous, en tant qu'aménageurs. Alors pas que pour les personnes âgées, c'est évident qu'on a d'autres populations fragiles par rapport à cette augmentation des températures, mais malgré tout, est-ce que les uns et les autres, en matière d'intervenants, ou vous dans la salle, vous voulez intervenir sur cette question-là et nous proposer peut-être des pistes de solutions pour aménager nos villages, nos quartiers de la ville de Besançon? Peut-être Alban? La première chose qui vient à l'esprit, c'est d'arriver à imaginer et développer ces îlots de fraîcheur, finalement, dans ces espaces publics. Donc, je parlais tout à l'heure des parcs urbains qui en sont, justement, et donc inciter les personnes âgées qui, parfois, vont être dans des habitats qui ne sont pas adaptés, justement, à ces périodes de canicule, d'aller, à un moment donné, je dirais, dans ces îlots de fraîcheur qui sont représentés à partir du moment du végétal. Et là, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer. On a les modèles méditerranéens qui connaissent déjà, qui sont pas si loin de chez nous, une adaptation justement de cet urbanisme et même, je dirais, du temps de vie. Je dirais que quand on regarde par exemple, du côté de l'Espagne, où voilà, les temps de sortie sont beaucoup plus tardifs, donc on risque d'aller vers aussi une évolution, je pense, dans les rythmes de vie qui va se rapporter pour trouver la fraîcheur en soirée. Donc là aussi, ça invite à sécuriser, à imaginer les espaces autrement, puisqu'ils vont certainement vivre dans des heures beaucoup plus différentes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, les îlots de fraîcheur en journée, et puis comment repenser peut-être pour, quand on peut faire se promener en début de soirée, voire carrément en soirée quand il fait beaucoup plus frais, inviter justement à avoir ces temps-là en journée. Je suis complètement d'accord avec toi sur le rythme, la temporalité d'une journée qui va forcément évoluer. On va tendre de plus en plus vers le modèle espagnol que tu évoquais, une pause en gros midi 16h sans problème. Mais ça revisite aussi tout notre aménagement de ville, toute notre organisation sociale, notre organisation économique. Évidemment que les commerces qui ferment à 19h, ça marche plus, quoi. Mais je vous passe la parole. Mais simplement pour expliciter aussi un petit peu tes propos sur îlots de chaleur, îlots de fraîcheur, vous le savez probablement, mais l'agence travaille sur ces questions-là depuis des années. On a cartographié les températures au moment des épisodes caniculaires depuis maintenant de très nombreuses années sur le SCOT, sur la ville, sur l'agglo. Simplement pour que vous ayez en tête qu'entre le centre-ville très minéral et le parc Mico, il y a 15 degrés d'écart durant ces périodes caniculaires. Donc, on est à 40 et puis on est à 24-25 sur le parc Mico. Donc, c'est de toute façon une solution qui va être quasiment obligatoire dans tous les quartiers, dans tous les villages, de pouvoir conserver des espaces dans lesquels il fera bon vivre et sur lesquels on pourra retrouver des espaces végétalisés qui nous protégeront en fait de cette chaleur. Alors, simplement pour compléter, pour dire qu'il n'y a pas que Besançon qui est concerné par ce que je suis en train de dire, parce que c'était l'an dernier, me semble-t-il, et on a terminé cette année. On a travaillé à la demande de Marcel Felt, donc le maire de Miseray-Salines, sur les îlots de fraîcheur, sur la commune de Miseray-Salines. Donc, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal minéralisée. Alors, on a aussi forcément des préoccupations contradictoires, puisque on parle avec le PLH de densifier l'habitat. Et en même temps, là, on parle d'îlots de fraîcheur et de conserver un petit peu de nature. Et on parlait là, avec le vieillissement, d'un cercle de 500 mètres. Donc, le cercle de 500 mètres, même si on habite dans des villages, des fois, pour aller se promener dans la forêt ou dans les prés, il faut quand même se déplacer d'un petit peu plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, ça. Je ne sais pas comment on va trouver des solutions pour arriver à maintenir quand même le plus possible dans les villages de la verdure et en même temps de pouvoir continuer de construire de l'habitat puisqu'il y en a besoin. Donc ça, c'est quand même une préoccupation sur comment on va faire. Je vais prendre les différentes questions. Finalement, vous ne voulez plus de micro, là. En ce qui concerne la lutte contre la canicule, il faut aussi intégrer la modification des architectures également. Parce que depuis quelques années, les architectes ont construit des immeubles qui ne sont plus traversants. C'est-à-dire
soit les fenêtres sont au sud, soit les fenêtres sont au nord, soit les fenêtres sont à l'ouest ou à l'est. Alors qu'en fait, en faisant des immeubles, des appartements traversants, on peut créer des phénomènes de fraîcheur, ouvrir quand il fait moins chaud, etc., et faire un effet de courant d'air. Et je pense aussi qu'il faut que les architectes intègrent aussi cette modification-là et ne pas chercher la rentabilité économique à tout prix en mettant tout d'un côté ou tout de l'autre. Voilà. Et puis, changer peut-être aussi les volets, parce qu'on est parti sur des volets plastiques qui renvoient de la chaleur. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas dans le métier, mais je ne sais pas si les volets, et il y a même des appartements qui n'ont pas de volets du tout. Madame Poignon, vous vous rendez bien compte que le SCOT peut rien faire contre les volets en plastique. Comment ça alors Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Florence. Quand effectivement on parle de changement de modèle, et le changement de modèle, effectivement, aujourd'hui, c'est imaginer notre habitat différemment de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est un exemple. On a aussi on sait qu'aujourd'hui, on a besoin de balcons dans les immeubles pour avoir des espaces où les gens puissent également avoir un accès à l'extérieur. On a la végétalisation sur certains immeubles. Donc, c'est des façons de faire différentes. Et puis, en termes de... Ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est c'est pas ou une tour ou un habitat individuel. C'est qu'il existe d'autres formes d'habitat. Et que, justement, et ce que j'aimerais bien qu'on fasse, nous élus, et nous les maires en particulier, parce que je vois encore des choses sortir de terre aujourd'hui qui me posent question, c'est de se dire, dans nos projets d'aménagement, avant que nos documents d'urbanisme, le SCOT ou le PLUI, soient approuvés et soient en vigueur, il faut déjà qu'on devance, hein, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et justement, faire réfléchir, voir avec les aménageurs qui nous proposent d'autres formes d'habitat. Parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui. C'est pas forcément la tour, c'est pas forcément l'habitat strictement individuel avec la maison posée au milieu de la parcelle. Il y a des intermédiaires, il y a des choses à faire. Et ces choses-là, elles permettent justement de faire de la densification, mais de la faire de la densification intelligente et vertueuse. Et toute la réflexion qu'on doit avoir justement dans nos documents d'aménagement, c'est cela. Mais on peut pas y arriver s'il n'y a pas la participation de tous. Et c'est ça, c'est vraiment cette participation collective qui va nous amener à être plus vertueux, dans le sens vertueux, pas pour être vertueux, mais pour qu'on puisse mieux vivre. Parce que moi, ce que je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, et je l'ai dit déjà en entrée de jeu, c'est on travaille sur nos habitants, on imagine notre aménagement du territoire, c'est pour nous tous, c'est pour nos habitants, et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Et je crois et là, on a franchi des urgences. On le sait, hein, on en parle tous, on est dans l'urgence. Isabelle parlait du réchauffement. Vous avez vu aussi la sécheresse cet été, parce que c'est deux choses aussi différentes. On parle de réchauffement, mais c'est aussi le manque d'eau, etc. Donc, on a aujourd'hui des urgences, et je crois que vraiment on doit s'activer. Et donc, effectivement, il y a un gros travail à faire avec les gens qui construisent aujourd'hui, qui bâtissent aujourd'hui, pour qu'ils nous proposent des choses différentes. J'ai bien vendu mon truc. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste une petite réflexion, parce que de ce que j'entends depuis le début, alors je vais aller direct, je vais faire la conclusion. C'est que j'ai l'impression qu'on entend souvent que c'est soit des élus, soit des maires qui reprennent, que les difficultés, il faut les intégrer, les gérer par petits groupes de communes. Et j'ai l'impression que finalement, la solution, elle est peut-être au niveau des mairies, des maires eux-mêmes dans les petites communes.
Est-ce que du coup, il n'y a pas en parlant de mobilité, une nécessité de réduire les mobilités, justement, de réduire les territoires proches pour justement avoir moins ces problèmes de mobilité, réduire aussi les expositions à la chaleur s'il faut aller à un commerce, à un service, et que quelque part, cette décentralisation, elle est dans l'intérêt de tous au final, parce qu'il y aura moins de difficultés de prendre un bus qui, soi-disant, ne vient pas ou autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité justement de donner du pouvoir aux communes en elles-mêmes pour ça va peut-être à l'encontre de faire un schéma cohérent ou complet, mais est-ce Non, que... non, pas du tout. Ça Ouais. ça va exactement dans le même sens que, Mais voilà, que les moi c'est travaux ça qui que sont j'entends, en quoi. cours. C'est les élus qui gèrent des situations un peu complexes. Faudrait peut-être, alors c'est vrai que l'ARS à un niveau régional, mais peut-être qu'au niveau euh, des communes, il faudrait qu'il y ait un intervenant qui arrive à diffuser ou qu'il y ait des permanences, soit CCAS, il y en a certainement, je sais pas, je les connais pas toutes, mais que justement il y ait une façon tournante de s'organiser et surtout d'être centralisé en périphérie pour éviter de toujours aller à un déplacement qui est trop loin, trop complexe. C'est toute la difficulté. Alors, pour dire qu'on on va bien dans le même sens que vos propos, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le SCOT des proximités. Ce qui nous intéresse, c'est d'organiser le territoire et le développement du territoire par petits groupes de communes. Donc, on va, vous voyez, c'est juste que je savais pas si dans le SCOT, le fait de pouvoir donner des moyens aux pays, ça pouvait être intégré dedans. Alors, un SCOT, c'est un document d'urbain, donc ça veut dire qu'on ne se substitue pas à la mise en œuvre de la politique publique, en gros. Mais les maires, de toute façon, ont leur rôle à jouer. Après, nous, l'une des questions qui est sous-jacente à ce SCOT des proximités, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, à savoir que on ne pourra pas avoir des modèles uniques et mettre des services, des commerces et une réponse en matière d'habitat de façon égalitaire sur toutes et homogène plutôt qu'égalitaire sur toutes les communes. Et donc la question qu'on se pose, c'est aussi comment on fait à l'échelle de ces secteurs de proximité pour organiser des lieux de vie et des réponses communes en tenant compte de la diversité, parce que ces secteurs de proximité, vous le savez, on vous les a présentés à maintes reprises. Il y a toujours une commune qui est un peu la commune centre. Alors la plupart du temps, c'est la plus grande du secteur, c'est celle qui a le plus de services, de commerce. Mais après, l'histoire n'est pas encore complètement écrite sur la suite, à savoir comment on fait pour coordonner ça et comment on fait pour trouver les complémentarités et comment on les écrit dans un SCOT surtout. Alors après, on dit depuis que le SCOT de Besançon, depuis que le premier SCOT de Besançon a été écrit, le SCOT c'est pas une fin en soi, le SCOT c'est le début d'une autre histoire, et ça sera tout aussi vrai pour le deuxième SCOT que vous êtes en train d'écrire que pour le premier. Donc, ce qui veut dire que quand on écrit quelque chose dans un document comme celui-ci, on doit nécessairement se poser la question de la suite et donc de sa mise en œuvre. Et ça, c'est là où les propos que vous avez tenus sur la place des maires et des élus municipaux, pas que les maires d'ailleurs, prend tout son sens en fait. Moi, je voulais juste revenir en fait un petit peu sur la chaleur et sur les îlots de fraîcheur qui sont, comme on l'a dit, qui sont quelque chose de très intéressant. Par contre, pour une personne âgée, il faut aussi l'accompagner parce que quand il fait 40 degrés dehors, elle va pas sortir pour aller vers cet îlot de fraîcheur. Nous, on le fait pas. Elle le fera pas non plus, même s'il est qu'à 500 mètres. 500 mètres, c'est quand il fait 40 degrés pour une personne âgée. Même comme nous, c'est énorme. Donc, il y aura aussi cette problématique de la personne. Comment elle va sortir de chez elle pour aller aller dans cet endroit qui est plus vivable entre guillemets. Donc là-dessus, il y aura, je pense, une espèce de mobilité peut-être à mettre en place. Et puis comme ça a été dit, je pense que aujourd'hui, c'est important que dans les constructions, on tienne compte de la chaleur. Le chauffage, les bâtiments sont très bien isolés. On sait gérer le froid. On a beaucoup de mal à gérer le chaud. Ça existe sur les pensées de toit, sur les rafraîchissants. Nous, à Calia, c'est une de nos grandes préoccupations dessus. C'est quelle matière pour qu'on ait une meilleure qualité de vie et surtout l'été, quoi. Alors, il va falloir vous rapprocher. On parlait tout à l'heure. On avait évoqué tout à l'heure la problématique de la sécheresse. Bon, c'est pas forcément un débat qui peut avoir lieu ici,
Mais nous, je sais qu'on cherchait justement à comment utiliser de l'eau de pluie, ne serait-ce que pour alimenter les toilettes, parce qu'alimenter une douche, c'est plus compliqué, parce qu'on peut boire l'eau, il y a des filtres. Alimenter les toilettes, je pense que personne ne va boire dans la cuvette des toilettes, et même ça, on n'a pas le droit de le faire. On peut le faire de manière individuelle dans sa maison. Nous, en collectif, on n'a pas le droit de faire ça, et je pense que c'est des choses aussi qu'il faut en faire évoluer, parce qu'on le voit aujourd'hui dans le climat qu'on vit. Il y a des choses toutes bêtes, une douche, une chasse d'eau, c'est 9 litres d'eau, c'est de l'eau potable, donc voilà. Alors, vous faites le lien avec une autre conférence qui était sur la thématique de l'eau. Non, mais je vous remercie parce que vous n'y étiez pas, donc comme quoi, même de façon spontanée, on y arrive. Bien évidemment que la conférence touche à sa fin, on va pas pouvoir rester ensemble toute la soirée, et encore moins toute la nuit. Et pour autant, je voudrais pas frustrer qui que ce soit dans sa demande de parole ou de questionnement, donc n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. J'ai peut-être simplement redonné une dernière fois la parole aux intervenants divers et variés. On a esquissé donc tout un tas de diagnostics, on a beaucoup parlé de proximité, on a parlé de beaucoup de thématiques importantes que sont les mobilités, que sont les services, les commerces, l'habitat. Si vous deviez faire un choix, quelle est la priorité pour le territoire selon vous? Vous avez 2 heures. Un choix, un seul choix. Ça sera un choix très général, mais qui serait d'insuffler ce réflexe du vieillissement, la problématique du vieillissement, quels que soient les choix justement qui doivent être faits, les orientations. Parce que ce réflexe, on se rend compte aujourd'hui, il est encore insuffisant. Je vais juste donner un chiffre qui parle, c'est que, par exemple, on n'a pas évoqué dans les domiciles les chutes des personnes âgées. Aujourd'hui, le chiffre à avoir en tête, c'est 10 000 décès par an qui sont liés à des chutes dans le lieu domestique. Voilà, donc ce réflexe-là, il doit être systématique. C'est généraliser. Voilà, le choix, c'est généraliser ce réflexe. Comment j'anticipe le vieillissement, quelles que soient les orientations qui sont prises dans le SCOT. Monsieur Kaufmann, vous voulez participer? Oui, moi j'émettrais un vœu envers. Alors j'ai la position confortable de celui qui dit, mais de celui qui fait pas. Donc par rapport aux élus, moi j'aurais un vœu, c'est qu'ils prennent bien conscience que le vieillissement de la population, c'est maintenant, c'est dans les 10 années là qu'il faut vraiment s'y intéresser, parce que lorsqu'on regarde, nous, nos projections de population, sur les personnes âgées, c'est maintenant qu'elles vont vraiment, la pente va être rude, comme disait l'autre, très très vite, jusqu'en 2030, quoi. Et à partir de 2030, les générations nombreuses du baby-boom, comme j'expliquais, vont commencer malheureusement à nous quitter. Et du coup, il y aura autant de personnes âgées dans le SCOT en 2030 qu'en 2070. Et c'est maintenant, c'est entre 2020 et 2030 qu'il faut agir. Du coup, je ne vais pas être très originale parce que je vous rejoins. Je pense qu'il faut effectivement que le vieillissement fasse partie des réflexions, mais de façon globale, comment il s'inscrit à tous les niveaux, quelle gradation on peut mettre en place sur les territoires pour répondre à ce vieillissement de la population. Et puis effectivement, il y a l'aspect de la prévention est un vrai sujet, et notamment sur les chutes et tout ce qui pourrait être fait aussi sur tous les territoires pour encourager l'activité physique adaptée est un plus, j'ai envie de dire, puisqu'il faut vraiment encourager les personnes âgées à faire de l'activité physique adaptée, puisqu'on sait que c'est une des réponses, en tous les cas, une partie de la réponse à la diminution des chutes. Et enfin, Jean-Louis, ton idée. Alors moi, je ne sais pas si c'est un vœu, c'est une idée que je partage. Ça a été évoqué tout à l'heure à différentes reprises. C'est cette notion de maintenir, de favoriser le lien social, hein, d'accompagner ce maintien, ce développement de lien social. Aujourd'hui, qu'on soit, je pense, handicapé ou pas handicapé, il y a un moment donné où cette perte, elle est brutale, et du coup, tout ce qu'on peut imaginer derrière aujourd'hui, là, quand on se parle, par exemple, effectivement, d'îlot de fraîcheur, venir dans un îlot de fraîcheur, est-ce qu'on va comme ça, effectivement, comme le disait monsieur tout à l'heure, il fait 50 degrés dehors, enfin même 40, ça suffira, pour que je ne sorte pas en plein soleil. Par contre, si à proximité, j'ai un lieu qui peut m'accueillir dès 9h ou 10h du matin, qui peut m'accueillir peut-être pour le repas du midi et je le prendrai pas seul. Et puis au passage, j'aurai une pause hydratation et puis je serai dans un lieu un peu rafraîchi où on pourra m'accompagner peut-être avec des petites activités vers l'îlot de fraîcheur. J'aurai ce lien social. J'ai peut-être simplifié pas mal de choses. Alors je vais pas le faire maintenant parce que ce serait relancer le débat et c'est pas la bonne idée, c'est pas l'heure en plus. Voilà. Hein, mais on a développé quelque chose à destination de publics handicapés qui est un service qui s'appelle Atlas, qui est un service
basé sur un espace-temps libre. En clair, ça existe, vous venez là quand vous voulez, comme vous voulez. Hein. Ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, au café qui existait dans le temps dans les communes. Il n'y a pas le côté troquet, voilà, c'est... Mais par contre, on a gardé quand même le concept du bar, parce que c'est quand même un peu fédérateur. Bon, on n'a que du café et du thé, bon, c'est un début. Hein. Mais c'est cette idée-là, et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui marche super bien. Je pense que ça peut se développer à d'autres échelles et pour d'autres personnes. Voilà. Quelque part des espèces de tiers-lieux. Voilà, c'est du tiers-lieu, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre la parole? Non? Bah, écoutez, il me reste à vous remercier de vous être déplacé et d'avoir participé à cette conférence. C'est la dernière de l'année. Je ne sais pas s'il y aura un cycle l'an prochain, c'est pas encore décidé. Mais de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir l'écrire, ce Scott. Donc, je pense qu'on a, entre les émissions de télé et les conférences, pas mal développé les thématiques. Jean-Paul veut encore vous dire un petit mot avant que vous partiez. Juste vous remercier de votre présence et puis vous rappeler que le Scott, c'est notre document à tous. C'est la participation à l'écriture du Scott, elle est importante et effectivement, on voit à travers les réflexions qui sont faites, etc., un certain nombre d'idées. Ces idées qui sont amenées, elles sont importantes. Rien de ce qui est dit n'est inutile. Et ça nous permet effectivement de conduire nos réflexions et d'avancer collectivement. Donc, participez, n'hésitez pas, même à envoyer un SMS, un mot, etc. Il n'y a pas de problème. On a besoin de la participation pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne, qui arrive à fonctionner. Voilà. Merci encore à tous et merci à l'établissement, surtout de nous avoir accueillis. Et puis un petit mot pour Marie-Jeanne, donc qui nous a bien aidé à organiser cette conférence, parce que donc c'est elle qui nous a permis d'accéder à l'établissement. Merci Marie-Jeanne.